le premier résultat, euh, c'est qu'on puisse vraiment avoir une compréhension de c'est quoi un projet, c'est quoi un programme, c'est quoi le cycle du projet. Que les participants aussi puissent avoir une meilleure compréhension de la bonne gestion et de la gestion axée sur les résultats, qu'on soit assez outillé pour élaborer des plans et des cadres en relation avec la logique de la gestion axée sur les résultats. Alors, pour la première partie, on va vraiment revenir sur des concepts clés ou sur des notions. Et là, je vais vraiment vous redonner la balle en vous posant un certain nombre de questions. Alors, la première question que je vais poser pour qu'on puisse vraiment commencer les interactions, c'est quoi la différence entre un projet, un programme et un plan? Ou je dirais, c'est quoi la différence entre un plan, un programme et un projet? Est-ce que quelqu'un peut revenir un peu sur cette nuance conceptuelle qui existe entre les trois notions? C'est quoi un projet, un programme et un plan? Oui, Oui, quelqu'un? Je peux me Monsieur John, lancer? Oui. Monsieur John, vous avez levé la parole, mais allez-y déjà, madame, allez-y. Oui, Merci. Déjà, je voudrais dire que la différence, à mon sens, entre projet et programme, c'est qu'un projet est un ensemble d'activités qui visent un objectif unique et qui est bien réparti dans le temps, alors qu'un programme est un ensemble de projets. Donc, au sein d'un programme, on peut avoir plusieurs projets. Voilà ce que je voulais dire dans un premier temps. Merci. Et c'est quoi un plan? Pardon? C'est quoi un plan? Vous aviez défini le projet et le programme. Un plan, peut-être, ça peut être une structuration d'activités qui vise à atteindre, ça peut être une sorte de processus, peut-être. Quelqu'un d'autre? Je pense qu'il y a Céline qui a levé la main. Oui, D'abord, Céline. Monsieur John d'abord. Il y avait Monsieur John qui avait oui, pris la parole. oui, bonjour tout le monde. Allô? Bonjour, Oui, oui, Monsieur John, nous vous entendons. Oui, bonjour, bonjour. Là, je me présente, bon, je suis le chef du Centre de promotion et développement territorial de Tangouri, dans le Bignona. Bon, c'était juste pour compléter la dame hein, qui a parlé avant moi. Bon, le plan, bon, c'est comme le dit son nom, hein, c'est une planification. C'est le référentiel de base. C'est-à-dire qu'à partir du plan, les projets, les programmes d'abord sont établis et bien définis dans la projection et à partir des programmes, il y a aussi des projets et des sous-projets. C'est-à-dire que le plan, c'est le document de référence. Comme si on prend aujourd'hui le Sénégal, bon, c'est vrai qu'on a changé de régime et tout ça. Maintenant, on parle de projet. Mais ce qui est en cours, bon, je ne vais pas entrer dans des trucs politiciens. Mais bon, on avait comme document de référence le plan Sénégal émergent, qui constituait le référentiel de base, hein, dont les politiques de l'État se basaient sur ce document de référence pour pouvoir orienter les programmes. Et après les programmes sont répartis en projets. Voilà. Un plan, ça englobe tout ce qu'il faut pour élaborer des programmes et ensuite des projets. Totalement Merci. d'accord. Totalement d'accord. C'est exactement ça. Quand on parle du plan, souvent, c'est le référentiel global, c'est l'orientation politique. Et dans le plan, il y a plusieurs programmes. De la même manière que dans le plan, il y a plusieurs programmes, dans le programme, il y a plusieurs projets. Et dans le projet, il y a plusieurs activités qui concourent à un objectif spécifique. Très belle définition. Alors, là, c'était vraiment l'exercice. Qu'est-ce qu'un projet? Il y a plusieurs réponses qui peuvent être formulées. Et on définit le projet comme étant une combinaison de ressources humaines, physiques, matérielles, organisées en vue de satisfaire un besoin. Maintenant, il y a d'autres définitions. Ça, ce n'est pas une définition qui est absolue. Il y a des définitions qui insistent sur un certain nombre d'éléments. Pour dire un projet, il y a un ensemble d'activités, il y a des ressources qui sont là. Le projet, c'est pour une durée bien déterminée afin d'atteindre un objectif précis, etc. Vous allez voir beaucoup de définitions du projet. Mais ce qu'il faut noter, c'est que toutes ces définitions-là se rejoignent à travers un certain nombre d'éléments. Quand on parle de projet,
il y a les activités, il y a les ressources qui doivent être déployées, il y a le temps qui est assez limité. Souvent, les projets, c'est pour une durée bien déterminée et il y a un objectif principal. Je donne un exemple. Je suis intervenu dans le cadre d'un projet qu'on appelait le projet APT, Amélioration des performances de travail et d'entrepreneuriat. C'était un projet où il y avait énormément d'activités à faire dans les écoles. Les ressources étaient estimées à 1 milliard. La durée, c'était pour 5 ans et c'était un projet qui a été financé par un bailleur, à savoir la Fondation Mastercard. L'objectif, c'était vraiment d'institutionnaliser les modules liés à l'entrepreneuriat. Pour retenir un peu, c'est quoi un projet? Ça, ce sont un peu les projets de développement. Le fait d'ouvrir même une boutique, c'est un projet. Parce que si vous avez ce projet entrepreneurial-là, ça répond aussi à la définition d'un projet où il y a un ensemble d'activités qui vont concourir à atteindre un résultat bien précis avec des ressources et une durée bien déterminée. Alors, le programme, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un ensemble de projets intégrés et interdépendants qui sont conçus dans le but de satisfaire un besoin. C'est une intervention qui est limitée dans le temps, similaire à un projet, mais qui embrasse de nombreux secteurs, thèmes ou zones géographiques, faisant intervenir de multiples institutions et parfois soutenues par plusieurs sources de financement. Ça, ce sont les caractéristiques du plan. C'est-à-dire que quand on parle de plan, il y a plusieurs secteurs, plusieurs thématiques ou plusieurs zones géographiques qui sont concernées. Aussi, il faut noter qu'il y a parfois l'implication de plusieurs institutions et il y a parfois des sources de financement qui sont assez disparates, mais qui soutiennent le plan dans sa globalité. Alors, ça, c'est un peu les 3 caractéristiques. Quand on parle de programme, il y a la dimension, cela a ce qu'on appelle une dimension et un impact plus élevé sur le plan géographique et socio-économique. Ça existe beaucoup plus d'expertise, d'appui technique pour sa mise en œuvre et sa gestion. C'est aussi orienté vers le développement humain durable et avec, entre autres objectifs, le renforcement des capacités internes des bénéficiaires. Je pense qu'on est revenu un peu sur tous ces éléments-là. Alors, la deuxième question que je vais poser, c'est le cycle d'un projet. Parce qu'à chaque fois, quand on intervient dans le cadre d'un projet, il faudrait qu'on maîtrise c'est quoi le cycle, c'est quoi les différentes étapes. C'est à travers cette maîtrise du cycle d'un projet qu'on arrive vraiment à comprendre l'intervention dans sa globalité et qu'on arrive aussi à prendre des décisions qui sont assez idoines et qui permettraient d'atteindre les objectifs. Quelles sont les différentes étapes d'un projet, le cycle d'un projet? Et pour, je ne parle pas peut-être des personnes, mais pour les juniors vraiment qui veulent occuper certains postes de responsabilité en gestion de projet, c'est une question qui revient à chaque fois dans les tests écrits. Revenir un peu sur les cycles d'un projet. Si ce n'est pas dans les tests écrits, parfois ce sont dans les entretiens où on vous pose cette question-là pour voir est-ce que vous maîtrisez vraiment le cycle du projet. Oui, quelqu'un pour répondre à cette question très rapidement? Bon, bonjour. Bonjour, Suleiman. Bonjour tout le monde. On a la programmation, l'identification, la formulation, le financement, l'exécution et l'évaluation. Je pense que c'est tout cet ensemble qui fait un cycle de vie d'un projet. Oui, est-ce que vous êtes d'accord que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres participants qui voudraient intervenir sur la... Alors oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous entend. Voilà. Voilà. Moi, je voulais dire que peut-être le cycle, ça commence d'abord par l'identification, ensuite la conception, l'élaboration, la mise en œuvre opérationnelle et la clôture. Il y a quelques interventions au niveau dans le La cadre. planification opérationnelle, ensuite la clôture, autant pour moi. Super. Alors, je reviens. Oui, il y a des interventions. Oui, Mamadou, tu veux que je te lise les interventions dans le chat? Là, il y a Mamadou Sow qui dit l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation. Le diagnostic peut venir avant l'évaluation. Et il y a pas mal de mains levées. Je ne sais pas qu'est-ce que tu me proposes, Mamadou. Peut-être on prend 3 interventions avant que tu ne reprennes le flambeau. Oui. Alors, Mbar Sognan déjà. Mbar Sognan, vous êtes là? Alors oui, je suis là. Voilà, allez-y rapidement. Je m'excuse d'avoir pris la parole sans votre aval. Non, allez-y, il n'y a pas de souci, monsieur Sognan. Je suis étudiant en licence 3 en entrepreneuriat et management de projet. Donc, moi, je pense que le cycle d'un projet, c'est le lancement, la planification, l'exécution et la clôture. Donc, je ne sais pas si les autres partagent mon avis, mais voilà les quatre phases que je pense qui constituent le cycle d'un projet.
Formidable. J'espère que Mamadou a bien noté. Monsieur Mbaye, si vous êtes là, et on prendra un dernier intervenant sur la question qu'a posée le formateur Mamadou. Monsieur Mbaye, vous pouvez y aller. Oui, bon, moi je disais, d'abord ça commence par l'identification. Ensuite, il y a la formulation, l'identification, la conception, l'élaboration, la planification opérationnelle, la mise en œuvre et la clôture. La fin, bien sûr. Merci. Formidable, formidable. Alors, on prend peut-être l'intervention d'une femme. Madame Adia D, j'espère que vous m'entendez. Si vous êtes là, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Adia. Adia n'est pas là peut-être. On prend Fatou Ndourba. Fatou? Oui, vous m'entendez, Adrien? 5 sur 5, Fatou. Super. Alors, je disais que bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Fatou Ndourba, je suis en Master 1 en gestion de projet. Donc, moi, je dirais que nous avons cinq étapes. D'abord, il y a le lancement, ensuite la planification, l'exécution, le suivi et enfin la clôture. Merci. Okay, on a reçu un nombre pléthorique d'interventions. Maintenant, on va vraiment revenir sur les 4 principales étapes. Je pense que la plupart des participants ont vraiment trouvé c'est quoi le cycle de vie du projet. Alors, la première des choses, c'est l'identification du projet qu'on appelle aussi cadrage. Il faut savoir que les concepts changent parfois d'un document à un autre, mais il est important de savoir que quand quelqu'un parle de cadrage, parfois il parle d'identification du projet. L'autre élément, c'est la conception. Après avoir identifié, après avoir fait un diagnostic, on conçoit le projet avec les objectifs, etc. Au-delà de la conception, il y a vraiment l'exécution et c'est dans l'exécution où il y a tout ce qui est suivi, évaluation, etc. Parce que là, on est vraiment dans l'exécution. On conçoit, après on exécute. Pour faire très simple, on identifie, on conçoit, après on exécute. Une fois qu'on a exécuté, après il y a une évaluation qui va se faire et la clôture du projet. Ce sont les 4 principales étapes du cycle de vie d'un projet. Et moi, j'ai ajouté leçons apprises ou enseignements tirés, mais c'est une étape qui est assez transversale. C'est-à-dire que ça se fait du début jusqu'à la fin, quand on parle des leçons apprises ou des enseignements tirés. À chaque fois qu'on avance dans le projet, il faut voir quelles sont les leçons tirées de l'expérience et essayer à chaque fois de réajuster l'action. Alors, on va revenir vraiment, c'est un peu ce tableau-là, le diagramme revient un peu sur les différentes étapes. Identification, après il y a conception et planification qui vont ensemble. Après, il y a exécution et dans l'exécution, il y a tout ce qui est suivi, revue. Et enfin, il y a évaluation et clôture. Maintenant, quand on parle d'identification et de cadrage, c'est là où c'est important. C'est la première phase d'étude et d'analyse que l'on nomme parfois initialisation, démarrage ou encore avant-projet, avec des nuances dans le contenu suivant les approches utilisées. C'est-à-dire qu'il y en a qui parlent d'initialisation, il y en a qui parlent de démarrage, il y en a qui parlent d'identification, il y en a qui parlent de cadrage. Il faut savoir que ce sont des cas d'école qui sont extrêmement importants et qu'il faut naturellement maîtriser. Alors, dans la phase d'identification, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est là où c'est important. Ce n'est pas seulement de savoir c'est quoi les différentes étapes, mais il faut aussi savoir que dans chaque étape, il y a un certain nombre d'activités ou un certain nombre de tâches qu'il faudrait faire. Ici, le projet est initialisé à partir d'un besoin à résoudre, une opportunité à saisir. Tous les projets naissent d'un besoin qui est là. On se rend compte dans notre quartier qu'il n'y a pas de boutique cosmétique et les gens sont obligés de parcourir des kilomètres pour aller trouver des laits de corps, etc. On se dit, on crée une boutique. Ça, c'est un projet qui répond à un besoin. On vient dans la banlieue, on se rend compte que les jeunes n'ont pas accès à l'information, les jeunes n'ont pas accès à des formations assez pratiques, les jeunes ont des problèmes d'insertion professionnelle. On se dit qu'on va mettre en place un projet qui va permettre aux jeunes d'être informés, outillés et engagés à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Ce sont des exemples que je donne. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un besoin pour qu'un projet puisse naître. Une fois qu'on a fait ça, il y a ce qu'on appelle l'analyse SWOT qui est souvent utilisée, force, faiblesse, opportunité, menace. Et ça permet un peu de faire un diagnostic très rapide pour voir c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, c'est quoi les opportunités, c'est quoi les menaces. Et en fonction de cette analyse-là, on arrive à mettre en place un projet qui est assez important. Alors ça, c'est vraiment la phase d'identification et de cadrage. Une fois qu'on a fini avec cette phase-là, il y a la phase conception.
Et dans la phase conception, on se rend compte que l'équipe projet va se lancer dans le processus de planification. C'est quoi les objectifs du projet? C'est quoi les stratégies? C'est quoi les activités? C'est quoi les résultats attendus? C'est quoi le budget? Et là, on planifie dans le temps les étapes et la mobilisation des ressources. Et tous ces éléments-là sont consignés dans ce qu'on appelle un plan projet. Parfois, il y a ceux qui appellent ça même note de cadrage, etc. Mais il y a plusieurs dénominations. Et dans ce plan projet-là, il faudrait revenir sur les grandes phases. Il faudrait revenir sur les activités à mener, les dépendances entre ces activités-là. Il faut revenir sur les livrables. Quand on parle de livrables, c'est ce qu'on attend à la fin d'une formation. Je donne un exemple. J'ai fait une formation sur le suivi et évaluation. Le livrable, c'est un rapport de formation. C'est ça, un livrable. Il y a aussi un plan de communication du projet. Comment on va faire pour que le projet puisse être connu? Et enfin, il y a un plan de gestion des risques qui est extrêmement important. Parce qu'une fois qu'on a conçu le projet, il faudrait aussi être en mesure de planifier les risques, tout ce qui est menace par rapport à la réalisation de nos objectifs et arriver vraiment à les résoudre de telle sorte que le projet pourrait atteindre ses objectifs. Pourquoi le plan de communication est important? Parce que dans le cadre de nos projets, on veut toucher les jeunes. On veut toucher une cible bien spécifique. Il faudrait qu'il y ait un plan de communication. C'est quoi? Ce sont des caravanes de sensibilisation qu'on va faire pour expliquer le projet. C'est une réunion de démarrage qu'on va faire avec toutes les OSC. Ce sont des ambassadeurs qu'on va essayer de trouver pour faire passer l'information. On va faire une communication peut-être sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a tel projet qui sera mis en œuvre à Guédiawaye, etc., à Dakar, etc., etc. C'est un plan de communication. Parce que la communication, ça vient du latin communicare, qui signifie entrer en relation. Et il faut entrer en relation avec la cible. Si c'est un projet d'entrepreneuriat, il faut entrer en relation avec le client. Et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important, quand on fait un projet, de penser à ces éléments-là, d'avoir un budget pour la communication, d'avoir un budget pour comment on va gérer les risques et de pouvoir vraiment planifier les objectifs, les stratégies, les activités, les résultats qui sont attendus et d'arriver à une budgétisation qui soit vraiment en phase avec la réalité ou les réalités. Alors ça, c'est la phase de conception. Il y a une autre phase qu'on appelle la phase d'exécution. Dans cette phase-là, il s'agit un peu de la mise en œuvre concrète des éléments planifiés. Une fois qu'on planifie, il faut mettre en œuvre. Et là, quand on met en œuvre, c'est la raison pour laquelle parfois on parle de planification opérationnelle, parce qu'on va vraiment sur les activités qui doivent se dérouler sur le terrain. Alors, ici, il y a une séance de programmation, il y a des ateliers de travail qu'on va organiser. Et là, on se rend compte que le groupe projet œuvre dans la recherche et le déploiement de solutions pour satisfaire les objectifs. Comment on fait pour atteindre tel objectif? Et on essaie de brainstormer en fonction de ces éléments-là. Et là, dans la phase d'exécution, c'est quoi le rôle fondamental du chef de projet? Lui, ce qu'il doit faire, c'est contrôler l'avancée des activités. Est-ce que les activités se déroulent normalement? Et pour contrôler l'avancée des activités, ce dernier doit d'abord faire une planification, un plan de travail annuel. C'est à travers la planification qu'on peut vraiment contrôler si les activités avancent normalement ou pas. Le chef de projet doit veiller à ce qu'il y ait un respect du planning, parce que le projet, c'est pour une durée bien déterminée. On a des objectifs sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Il faudrait voir est-ce que le planning vraiment a été respecté, est-ce que les résultats seront atteints. Il faudrait aussi contrôler les dépenses, c'est ce qu'on appelle le suivi budgétaire, pour voir comment consommer, combien, est-ce qu'il y a vraiment un dépassement budgétaire, ce sont tous ces éléments-là. Il faudrait enfin contrôler les résultats, parce qu'on est évalué en fonction des résultats que nous obtenons. Après, on va revenir vraiment sur ce qu'est un résultat pour que chacun puisse avoir une appréhension assez du résultat. Et à chaque fois, essayer d'ajuster vraiment s'il y a des problèmes qui se posent. C'est un peu ça, l'exécution. Alors, au-delà de l'exécution, il y a vraiment la partie évaluation et clôture du projet. C'est l'heure du bilan et de l'organisation de la fin des travaux avec un objectif capitalisé sur l'expérience récemment acquise. Parce que dans le cadre d'un projet, on arrive à avoir énormément d'expérience parce qu'on était sur le terrain. C'était du learning by doing. Et dans ce learning-là, on est arrivé à apprendre énormément de choses. Et ce qu'on a appris, il faudrait qu'on capitalise ça. Ce qu'on a capitalisé, il faudrait qu'on documente ça pour que ça nous serve dans les interventions futures. Et quand on fait la clôture, il est extrêmement important d'organiser une réunion, une grande réunion. Ça dépend, vous pouvez l'organiser dans un hôtel, vous pouvez l'organiser dans le bureau, etc. Mais l'idée, c'est d'inviter toutes les parties prenantes du projet pour discuter vraiment du projet, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et voir vraiment qu'est-ce qu'il faudrait capitaliser pour la suite. Et enfin, rédiger vraiment un bilan de synthèse pour garder en mémoire, comme je l'ai dit, c'était quoi les points forts, c'était quoi les points faibles, c'est quoi les leçons à tirer de cette nouvelle expérience. Et s'assurer enfin du bon archivage des documents de clôture du projet. Parce qu'à la fin, il faudrait que vous puissiez archiver ça. Et les méthodes d'archivage dépendent aussi d'une structure à une autre.
Mais maintenant, avec Google Drive, c'est extrêmement facile d'archiver les documents du projet. Alors, ça, ce sont les différentes étapes du projet. Alors, est-ce qu'il y a des questions spécifiques par rapport à tout ce que je viens d'expliquer avant qu'on puisse vraiment continuer? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des éléments? Ouais. Merci beaucoup pour l'intervention. J'aimerais que vous reveniez sur la première étape. Vous avez parlé de SWOT. En général, étant donné que le SWOT, on l'utilise pour des activités, je dirais, entrepreneuriales, est-ce que dans le cadre des activités, des projets plutôt de développement, on utilise le SWOT également? Oui, on l'utilise parce que le SWOT nous permet vraiment d'arriver à élaborer même le cadre logique du projet. C'est-à-dire que c'est le résumé de la conception opérationnelle du projet. Et dans l'analyse SWOT, parce qu'il y a une suite, quand on élabore un cadre logique, la première chose qu'on va faire, c'est vraiment de faire un diagnostic. C'est-à-dire de voir c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, c'est quoi les opportunités, c'est quoi les menaces. Les forces et les faiblesses sont internes, les opportunités et les menaces sont externes. Et là, une fois qu'on a fait vraiment l'analyse SWOT, on essaie de voir en fonction de ça, quel est le problème central qui est là. Et en fonction de ce problème central-là, on fait ce qu'on appelle l'analyse des problèmes. Une fois qu'on a fait l'analyse des problèmes, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de problèmes qui sont liés à etc. On essaie sur la base de cette analyse-là de voir un problème central qu'on va essayer de résoudre. C'est là où on passe de l'arbre à problème à ce qu'on appelle l'arbre à solution. Et dans l'arbre à solution, on va essayer de prendre ce qu'on appelle une approche alternative, prendre une solution qui va constituer vraiment l'architecture ou la base du projet en tant que tel. Je donne un exemple très concret, très terre à terre. On vient au niveau de la banlieue, on se rend compte que il y a énormément de problèmes. Il y a, par exemple, tout ce qui est chômage des jeunes, les jeunes qui ont leur entreprise n'arrivent pas à... Au bout de 2 ans, il y a vraiment faillite des entreprises, etc. Ça, c'est vraiment une analyse qu'on a faite. Il y a énormément de problèmes. Une fois qu'on a vu ces problèmes-là, l'idée, c'est de passer de ce qu'on appelle l'arbre à problème à ce qu'on appelle l'arbre à solution. Dans l'arbre à solution, on transforme les problèmes en solutions. Et après, on aura énormément de solutions. Ça, c'est vraiment, on peut vraiment faire une séance sur ça. On aura énormément de solutions. Mais dans ces solutions-là, on se dit, l'approche qu'on va prendre, c'est que on va mettre en place un projet qui vise à permettre aux jeunes de s'insérer professionnellement, mais aussi permettre à ceux qui ont des entreprises de développer leur entreprise. Vous voyez, on est passé de plusieurs problèmes à des solutions. Et dans les solutions, on arrive à une solution en fonction du budget que nous avons, en fonction du personnel que nous avons, etc., etc. Mais avant de faire ça, avant de parler d'arbre à problème, d'arbre à solution et d'un choix de réponse qu'on va apporter, c'est l'analyse SWOT d'abord qu'il faudrait mettre sur la table et essayer de voir c'est quoi les problèmes réellement, c'est quoi les faiblesses, c'est quoi les menaces. Et en fonction de ça, on fait ressortir un problème central. Et en fonction de ce problème central-là, on met en place l'arbre à problème. Peut-être après, je vais vous montrer des exemples. On peut vraiment travailler sur ça. Après ça, on va sur ce qu'on appelle l'arbre à solution. On transforme ces problèmes-là en solutions. Après, on choisit parmi ces solutions-là celle qui nous paraît la mieux indiquée pour régler un problème qui est assez spécifique. C'est parfois de cette manière-là qu'on essaie vraiment d'élaborer un projet. Et c'est ça, on le fait dans la phase d'identification. Vous avez une entreprise aussi, on peut appliquer ça. Vous voulez, je donne un exemple qui me vient en tête. Vous voulez peut-être créer une salle de jeu, par exemple. Une salle de jeu dans votre quartier. Vous voyez que comme force, vous avez peut-être un budget, vous avez peut-être le personnel, etc. Comme faiblesse, vous voulez revenir sur les faiblesses à l'interne que vous avez. Peut-être que vous n'avez pas un budget assez conséquent qui pourrait vous permettre d'avoir peut-être une salle de jeu moderne, etc. Comme opportunité, il y a vraiment le cadre institutionnel peut-être qui va vous aider à mettre en place ça. Comme menace, il y a vraiment une concurrence qui est assez rude. C'est en fonction maintenant
des faiblesses et des menaces que vous faites ressentir un problème. Et lorsque vous faites ressortir ce problème-là, vous mettez en place un arbre à problème. Et après cet arbre à problème-là, vous transformez ça en solution. Et après, vous choisissez une approche de création de ce salle de jeu moderne peut-être au niveau de votre quartier, etc. Mais je pense que pour l'année de SWOT, vraiment, on peut organiser une autre séance où on va aller plus en profondeur parce que ça vous permet vraiment d'identifier la meilleure façon de travailler sur la réponse à apporter. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Mamadou, je vois pas mal de mains levées, mais je ne sais pas si c'est d'anciennes mains ou de nouvelles mains. Mais je pense que Rincham, Aboubakar Bangoura, Adja, si c'est des anciennes mains, veuillez peut-être les baisser. Comme ça, on pourra mieux identifier les gens qui veulent prendre la parole. Mais si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Mbaye, Falou. Je pense que c'est d'anciennes mains, Mamadou, mais je pense que voilà, il faut continuer en attendant. Alors ça, c'est vraiment le résumé des tâches à chaque phase du projet. Là, on est allé plus en profondeur. Dans la conception, il y a quoi? On évalue la faisabilité, la portée et la justification du projet. On détermine vraiment les objectifs et on esquisse les produits attendus, les activités. On peut esquisser aussi le suivi et évaluation, le dispositif de suivi et évaluation, le budget et préciser les RH à mobiliser. Dans le démarrage aussi, on explique aux bénéficiaires, aux partenaires, aux acteurs les objectifs du projet. C'est extrêmement important quand on commence ce projet-là de faire une réunion de diagnostic où on peut partager un certain nombre d'éléments par rapport aux différentes parties prenantes. On examine, on révise la conception initiale du projet en fonction peut-être des feedbacks. On conçoit et on programme les activités de manière à faciliter l'exécution. On met en place un système de suivi et évaluation opérationnel. Après, il y a cette partie-là où on revient un peu sur le bilan annuel. C'est extrêmement important quand on fait un projet de faire des bilans annuels. C'est-à-dire que dans la gestion axée sur les résultats, on va revenir sur ça. Le plan de travail annuel est un outil de la gestion axée sur les résultats. Si on se fixe des objectifs sur l'année, il faudrait qu'à la fin de l'année, qu'on organise une réunion où on va essayer de voir comment on a avancé sur le projet, quelles ont été les activités, quelles étaient les difficultés qu'on a rencontrées et on essaie vraiment de trouver des solutions. Pourquoi on n'a pas atteint tel objectif? Comment on fait maintenant pour atteindre cet objectif-là? C'est important. Et là aussi, il y a la partie supervision qui est aussi importante, c'est-à-dire que quand vous êtes parfois responsable sur l'évaluation, vous devez intervenir dans le cadre d'un projet qui est implanté dans plusieurs localités géographiques. Il y a des activités de supervision qu'il faut faire pour voir l'état d'avancement du projet, pour voir est-ce qu'il y a des changements à apporter dans le plan de travail annuel, pour voir est-ce que les objectifs sont atteints, est-ce que vous évaluez les changements d'objectifs qui nécessitent l'accord du bailleur, etc. Ça, c'est la supervision qui est assez récurrente. Alors, il y a aussi la fin de la première phase de mise en œuvre, il y a l'examen à mi-parcours, il y a le début de la première période d'achèvement du projet et enfin, il y a la clôture. Ce sont un peu le résumé des tâches à chaque phase du projet. Après, je vais partager le document et vous aurez l'occasion de regarder plus en profondeur ces éléments-là. Alors, ça, c'est un peu le management de projet. Quand on fait du management de projet, il y a la planification où on définit les objectifs, les stratégies, on va budgétiser les ressources humaines, etc. Il y a la phase organisation où on coordonne les tâches et les ressources humaines et financières, on structure l'équipe, on délègue, on précise le rôle de chacun, on établit des procédures, on essaie de gérer le temps, c'est extrêmement important. C'est un projet pour une durée bien déterminée avec des objectifs parfois qui sont très ambitieux ou même trop ambitieux. On définit les relations et la circulation de l'information. Comment on fait pour que l'information puisse circuler? Est-ce qu'on a un groupe WhatsApp où on discute vraiment de tout? Est-ce que ce sont à travers des points projets ou des check-in hebdo où on peut vraiment discuter? Il y a aussi tout ce qui est direction. Il faut embaucher, il faut guider, il faut former, il faut mener l'équipe, il faut motiver, encourager, déléguer, communiquer, gérer les conflits, influencer, rétribuer, sanctionner, etc. En fait, il faut être dans cet équilibre-là de savoir quand est-ce qu'on motive et on encourage, quand est-ce qu'on doit rétribuer, quand est-ce qu'on doit sanctionner. Il faudrait vraiment avoir ces soft skills-là pour faire du management de projet. En même temps, il faut avoir des compétences assez solides pour former son équipe. Parce que la personne qui vient dans le cadre d'un projet, à la fin du projet, par rapport aux indicateurs de performance, il y a ce qu'on appelle maintenant l'apprentissage institutionnel. Cette personne devrait passer d'un point A
à un point B. Et qu'est-ce qui lui permet de passer d'un point A à un point B? C'est parce qu'il a un manager qui a les compétences assez solides pour former son équipe, pour former la personne sur des éléments qu'elle n'est pas censée peut-être maîtriser au début. On essaie aussi d'établir des normes et des standards, de comparer les résultats, etc. Ça, c'est un peu quand on fait du management, qu'est-ce qui nous attend réellement. Parce que parfois, on peut occuper une position où on pense que le manager ne fait absolument rien. On se dit, nous, c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui faisons tout le travail. Le manager, il est là, il ne donne que des directives, etc. Alors que le manager, c'est tout ce travail-là qu'il fait. Au début, on l'attend dans un travail de réflexion, c'est-à-dire dans un travail de planification où il définit les objectifs, les stratégies, il utilise les ressources humaines. Le manager va après coordonner les tâches. Le manager va essayer de structurer l'équipe. Mamadou, tu as coupé ton micro. Tu m'entends? Alors, c'est par inadvertance que je m'étais arrêté où, Adrien? Je ne sais pas trop. On t'a juste perdu 3 secondes, 3 ou 4 secondes. OK. On n'entend plus, hein? Je parlais un peu du rôle du manager. Parfois, dans nos organisations, on pense que les managers ne travaillent pas, alors qu'on les attend vraiment dans un travail de réflexion, de management. Et c'est un travail qui est extrêmement pénible parce qu'il faut gérer plusieurs sensibilités, des conflits qu'il faut gérer. Comment tu fais pour prendre quelqu'un qui est assez paresseux, le rendre très motivé par rapport au projet, comment il faut former les personnes, comment il faut mener l'équipe, comment il faut guider, embaucher, etc. Toutes ces tâches-là reviennent fondamentalement au manager et c'est extrêmement important. Alors ça, c'est un peu la roue managériale. On a parlé un peu de ça. Et c'est vraiment tous ces éléments-là qui conduisent à des résultats assez probants. Tout ce qui est organisation, direction, contrôle, ce qu'on a présenté tout à l'heure quand on parle de roue managériale. Alors, on revient très rapidement sur les caractéristiques d'une bonne gestion de projet. On va aller très rapidement. On n'a que 2 heures de temps. C'est un cours qui doit se faire sur plusieurs heures. Alors, les caractéristiques d'une bonne gestion de projet. Il y a d'abord la bonne planification. La bonne planification. C'est extrêmement important qu'on puisse tout planifier. Les programmes et les projets ont plus de sens lorsque leurs objectifs et portées sont correctement établis et définis. Cela réduit la probabilité de faire face à des obstacles dans leur mise en œuvre. Échouer dans la planification, c'est planifier son échec. Il faudrait vraiment, quand vous faites de la gestion de projet, avoir des compétences sur la planification, que vous puissiez planifier tout. Et quand vous planifiez les activités, vous planifiez les différentes tâches qui sont attribuées à tout un chacun, vous planifiez les responsables à qui seront affectées ces tâches-là, vous planifiez le matériel dont vous aurez besoin, le budget, vous planifiez tout. Parce qu'une fois que vous aviez très bien planifié, c'est à travers cette planification-là que vous pouvez faire le suivi et c'est à travers cette planification-là que vous pourrez vraiment atteindre vos objectifs. C'est important, la bonne planification. Après, on va montrer peut-être un exemple de planification. Deuxièmement, il y a la gestion participative et l'implication des acteurs. Un niveau d'engagement élevé de la part des utilisateurs, clients et parties prenantes est un facteur clé du succès du programme. Il faudrait à chaque fois impliquer les acteurs. Il est extrêmement important d'impliquer les acteurs. Et là, on parle de parties prenantes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un projet où vous vous rendez compte qu'il y a, quand on parle de parties prenantes, ce sont des personnes qui sont impliquées soit directement ou indirectement dans le cadre d'un projet. C'est important à chaque fois de les impliquer. Je donne un exemple. Et là, c'est parfois une erreur que nous faisons. On intervient à Guédiawaye. Le préfet qui est là ou le maire n'est pas au courant du projet. Je donne un exemple. C'est un projet sur le genre. On fait une formation sur le genre. Le préfet, il n'est pas au courant. Le maire, il n'est pas au courant. On forme les jeunes. Et un jeune sort pour dire que telle structure l'a formé sur tout ce qui est question d'homosexualité. Alors que le genre, c'est pas l'homosexualité. Et il y a les rumeurs, etc. Et une fois que le préfet a écho de ces rumeurs-là, dit on met fin au projet. Ce projet-là, où on forme sur le genre, ce projet-là ne va pas continuer à Guédiawaye ou à Dakar, etc. On met fin au projet, etc. Les gens vont partir au chômage. Parce que dans la plupart des organisations, on est payé en fonction du financement des bailleurs. Vous voyez, alors si
depuis le début, vous aviez impliqué le préfet en lui disant qu'on fait une formation sur le genre qui insiste sur l'égalité entre hommes et femmes et que ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Si un jour quelqu'un vient dire au préfet qu'il y a telle organisation qui forme sur l'homosexualité, le préfet pourrait dire que cette organisation-là forme sur le genre et il faut faire une nuance entre c'est quoi le genre et c'est quoi l'homosexualité parce que ça ne répond pas vraiment à nos réalités, etc. C'est la raison pour laquelle il est important d'impliquer les acteurs. C'est un exemple que je donne. Alors, après, il y a la communication et la fluidité de l'information. Beaucoup d'organisations ont connu de très longues périodes de crise faute d'une mauvaise gestion de l'information. Il faudrait qu'à chaque fois que l'information puisse circuler, c'est extrêmement important. Il faut organiser des points de projet où on va partager l'information. Après, il y a vraiment tout ce qui est suivi, évaluation. C'est important aussi qu'il y ait vraiment un niveau qu'on accorde vraiment énormément d'importance au suivi, évaluation, parce qu'un projet qu'on ne suit pas et qu'on n'évalue pas, on ne pourrait pas à chaque fois réajuster l'intervention et corriger un certain nombre d'éléments. Et enfin, il y a la transparence dans la gestion. Qu'il s'agisse de la gestion des fonds, de l'organisation ou des projets, la transparence doit être de rigueur. Une gestion est transparente lorsque les normes de gestion sont claires et méconnues de tous et lorsque le système de contrôle du sommet à la base est de rigueur. Il faudrait vraiment qu'il y ait une transparence parce qu'après, il y aura des audits qui vont se faire et on risque d'épingler telle personne qui aurait mal géré un projet. Alors, essayez vraiment d'être très transparent quand vous êtes dans les organisations souvent financées par les bailleurs. Alors, on va aller plus rapidement. Je pense qu'il ne nous reste qu'une heure. Alors, je vous donne un peu. Gérer son temps. Savoir gérer son temps et ses priorités est un atout essentiel pour un bon gestionnaire, leader. Le temps est une ressource limitée et nous devons donc l'organiser de manière à pouvoir maximiser son utilisation. En tant que chef de projet, en tant que chargé de suivi, évaluation, etc., la charge de travail elle est extrêmement importante. Et il faudrait vraiment trouver des mécanismes sur lesquels vous pourrez vous baser pour gérer votre temps. Et ces mécanismes-là, je vais vous partager un peu la matrice de l'urgent important que vous pourrez utiliser. Et si vous connaissez d'autres manières aussi, vous pouvez, d'abord, c'est la question que je vais poser, est-ce que quelqu'un peut nous partager une manière assez spécifique qu'il a de gérer son temps? Bonjour monsieur, je voudrais intervenir. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Allez-y, il n'y a pas de souci. Oui. Vous pouvez prendre la parole. Ouais, en fait, je voulais dire, il y a la méthode Pomodoro. Bon, c'est une méthode qui consiste à... Moi, en tout cas, je me sens à l'aise dans cette méthode-là. Ça consiste à prendre une tâche, se concentrer dessus au maximum et après, en fait, faire un peu de repos. Après, apprendre cette activité. Alors, on a du mal à vous entendre. Je ne sais pas si c'est la connexion, mais on a du mal à vous entendre. C'est dommage. Il y a assistant de corde qui a levé la main. Je vous invite à vous renommer quand même. Assistant de corde, je ne sais pas de qui il s'agit, mais vous pouvez ouvrir. Désolé, c'est un ordi, okay. C'est l'ordre du travail, donc il a le nom de la fonction. Mon nom est Mariama Diop. Je suis assistante de coordination et responsable de suivi et évaluation de projet à l'ISRA. Donc oui, pour répondre à la question de comment la gestion du temps, je dirais, donc pour ma part, c'est plus avoir même un plan Excel des tâches et activités à faire, que ce soit hebdomadairement et mensuellement. Et plus pour l'aspect suivi-évaluation, c'est un peu de diviser, donc, parce que vous avez précisé que souvent les projets ont un reporting annuel. Donc, c'est de diviser l'année en fait en périodes, soit de manière semestrielle ou trimestrielle, et de faire le suivi en fait chaque 3 mois, d'envoyer le formulaire de suivi chaque 3 mois ou chaque 6 mois au niveau des partenaires ou des bénéficiaires. C'est un peu ça, pour ma part, la méthode de travail de la gestion de temps. Merci, Mariama. HP Mbaye, si vous nous entendez. Mamadou va réagir, bien entendu, Mariama. Mais HP Mbaye, vous pouvez ouvrir votre micro. Voilà, rebonjour. En réalité, pour mon point de vue personnel, je pense que la gestion du temps est intrinsèquement liée aux activités. Parce que aussi, parfois, c'est
les activités qui nous prennent beaucoup de temps et aussi la gestion de ces activités aussi réduit notre temps, mais permet d'atteindre les objectifs dans le temps. Donc, je vois, il est impératif de faire la distinction, d'identifier la criticité réellement de ces activités-là, parce qu'il y a des activités critiques dans la mise en œuvre. Et ces activités-là sont celles dont dépendent d'autres activités. Donc, si toutefois on identifie ces genres d'activités-là, ça nous permet de les prendre en charge et de voir comment les exécuter dans le temps. Sinon, ne pas prendre en compte ces activités critiques-là peut nous amener à dépasser vraiment les délais. Et aussi, il y a d'autres activités qui sont indépendantes des activités restantes. Donc aussi, si toutefois on est confronté à un imprévu dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet, il est préférable parfois de mettre en œuvre, de passer aux activités qui sont indépendantes à d'autres. Donc ça aussi, ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Merci. Super, Maï. Merci beaucoup. Bonjour. Ok, allez-y, il n'y a pas de souci. Bonjour, mon nom est Binta, je suis de Ziguinchor. Pour moi aussi, on a le cadran de priorisation qui est réparti en 4 étapes. Il y a l'étape très important, très urgent, ça nous concerne, et il y a aussi important et urgent. Important et urgent, par exemple, c'est les tâches qu'une personne voudrait que tu fasses pour lui. Maintenant, il faut identifier, est-ce que cette tâche-là, en le faisant, est-ce que c'est important pour toi, est-ce que c'est urgent pour toi? Et quand il s'agit d'un projet aussi, il faut classifier les activités en fonction de leurs urgences. Merci. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'il y a Binta qui est un peu revenu sur la matrice de l'urgent important. Je vais plus aller en profondeur pour faciliter sa compréhension. Alors, quand on parle de cette matrice-là, et merci vraiment d'avoir partagé sur comment vous gérez votre temps, c'est extrêmement important et ça va profiter à tout un chacun. Alors, ça, c'est un peu la matrice de l'urgent important. Ça signifie quoi? Il y a urgent important, il y a non urgent important, il y a urgent non important et non urgent non important. Quand on parle de tâches qui sont urgentes et importantes, vous devez vraiment identifier et mettre le focus sur les tâches les plus urgentes et importantes. Ça doit constituer votre première priorité. C'est-à-dire qu'il y a des tâches dont le délai est proche. Ce sont ces tâches-là qui doivent être mises en priorité. C'est-à-dire, on vous dit, il faudrait que vous envoyez le reporting dans 2 jours. Vous savez que c'est une tâche qui est vraiment urgente et importante. Vous mettez ça. On vous dit qu'il faut peut-être mettre un plan de mobilisation des ressources. Vous savez que vous devez le faire dans 3 jours. C'est urgent et c'est important, etc., etc. C'est-à-dire que les tâches dont les délais sont proches, ce sont les tâches sur lesquelles vous devez travailler. Votre manager vous dit, j'ai besoin du plan de projet d'ici 17 heures. Vous savez que c'est une tâche qui est très urgente et très importante. Sur ça. Une fois que vous avez fini les tâches urgentes et importantes, vous faites d'abord ce tableau-là où vous listez toutes les tâches urgentes et importantes dont le délai est proche. Vous les mettez dans cette colonne-là. Dans l'autre colonne, vous identifiez vraiment les tâches qui sont non urgentes mais qui sont importantes. Et ce qui va constituer votre deuxième priorité. Vous devez planifier des évaluations, vous devez planifier un reporting, vous devez former votre staff, etc. Vous savez que c'est une tâche qui n'est pas urgente parce que le délai n'est pas proche, mais qui est important aussi. Une fois que vous aviez fini avec cette deuxième priorité, vous venez ici, vous listez aussi toutes les activités urgentes mais non importantes, c'est-à-dire les activités à déléguer. À certains mails, planifier des visites, rédiger des projets pour vous. Surtout si quand vous avez une équipe, essayez à chaque fois de déléguer. Quand vous n'avez pas une équipe, essayez de voir dans votre équipe avec qui travailler et qui pourrait vous alléger un certain nombre de choses pour éviter de vous retarder sur des tâches qui sont urgentes, mais qui sont non importantes pour vous. Pour vous, c'est important. Et enfin, il y a les tâches non urgentes, non importantes. Ces activités-là, vous les confiez au personnel dédié. C'est-à-dire que si le gardien doit gérer tout ce qui est contrôle des entrées et des sorties, ne vous attardez pas à gérer cette tâche-là parce que c'est une tâche qui appartient spécifiquement au gardien, etc. C'est ce qu'on appelle la matrice de l'urgent important. À chaque fois, quand vous faites votre planification, quand vous voulez vraiment être assez productif, vous venez, vous vous dites, ah, ça ce sont les tâches qui sont vraiment très urgentes et qui sont importantes. Vous les mettez dans le premier lot. Après, vous vous dites qu'une fois que vous aurez fini toutes ces tâches-là, la deuxième priorité, vous allez l'accorder à ça, par rapport au délai. Troisièmement, vous vous dites, il y a des tâches qui sont là, mais je voudrais
vraiment avancer sur mes tâches urgentes. Je fais comment? Je délègue ça à d'autres personnes qui vont le faire pour moi. Et les activités non urgentes et non importantes, on les confie au personnel dédié. C'est un peu ça la matrice de l'urgent important. Et ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de vous concentrer sur vos tâches. Ça vous permet de savoir, une fois que vous avez fini vos tâches, vous allez attaquer quelle autre tâche. Ça vous permet aussi, une fois que vous êtes en train de travailler sur vos tâches, quelqu'un d'autre, vous avez délégué d'autres tâches sur lesquelles une autre personne est en train de travailler. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus productif et vous arrivez à faire énormément de choses. Alors, dans le carré 1, comme on l'a dit, urgent et important, on place des activités dont la priorité est absolue, c'est-à-dire dont le délai est proche. Les problèmes qui requièrent une attention immédiate, vous vous intéressez sur ça. Dans le carré 2, se trouvent les activités qui devraient être placées en deuxième priorité. Ici, nous pouvons porter, par exemple, la planification à l'avance de certaines interventions, le temps investi dans le développement de cette intervention, le scanning visant à identifier de nouvelles opportunités, les diversions, etc. Ça, c'est deuxième priorité. Troisième priorité, ce sont les activités qu'il faudrait déléguer. Ce sont les appels téléphoniques, les emails, les rapports, certaines réunions. Il est important d'avoir vraiment cette culture de délégation. C'est un problème que dans les organisations. On est manager, mais on a un problème pour déléguer les tâches. Parce que parfois, on n'a pas confiance à son staff. Parfois, on se dit que si on confie à l'autre, il ne va pas bien faire le travail. Mais il faudrait responsabiliser les autres, leur permettre de faire des erreurs et de corriger. C'est ça le rôle du manager. Et enfin, il y a les tâches non urgentes et non importantes, c'est-à-dire celles que vous deviez laisser à leurs vrais responsables, tels que certains appels téléphoniques, la réponse à certains mails, la finalisation de certains documents. Vous pouvez laisser ça à un personnel dédié. C'est un peu ça la matrice de l'urgent important. Et à chaque fois, quand vous venez au bureau, il faudrait, pour être très productif, voir quelle est la priorité absolue, quelle est la deuxième priorité, qu'est-ce qu'il faudrait déléguer, et enfin, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment laisser aux personnes dédiées et arriver vraiment à faire ce travail de management-là. Parce que quand vous déléguez, après, vous allez voir est-ce que le travail a été bien fait. Quand vous arrivez à laisser ça aux personnes dédiées, parfois, il y a un travail de supervision que vous faites pour voir réellement est-ce que c'est bien fait. Ce sont ces éléments-là qu'il faudrait prendre en compte. Alors, ça, c'est le lien entre la planification et le suivi d'évaluation. Sans une réelle planification, une articulation bien définie des résultats, ce qui doit être suivi et de quelle manière n'est pas clairement défini, donc le suivi ne peut pas être correct. Sans une planification efficace, des cas de résultats clairs, la base de l'évaluation n'est pas solide et l'évaluation ne peut être correcte. Sans un suivi minutieux, les données nécessaires ne sont pas collectées et l'évaluation ne peut être faite correctement. Le suivi et l'évaluation d'un programme aboutiront souvent à une amélioration des résultats. L'association de la planification, du suivi et de l'évaluation donne lieu à ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Et c'est à partir seulement de ce moment-là qu'on entre vraiment dans cette gestion axée sur les résultats. Ah, les 1 heure, c'est bon. C'était 1 heure pour vraiment revenir sur les concepts. On va vraiment attaquer la gestion axée sur les résultats. En revenant sur la définition, le concept, les principes, pratiques, etc. Alors, c'est quoi la gestion axée sur les résultats? On parle de gestion axée sur les résultats. C'est quoi concrètement? Ok, Diallo, vous voulez prendre la parole? Diallo. Ok, veuillez juste couper votre micro si vous ne parlez pas. C'est extrêmement important. Alors, Momodou, il n'y a pas encore de main levée. J'essaie de voir au niveau du chat, mais il n'y a pas encore d'intervention. Mbar Sonian qui dit Machallah, très belle manière d'entrer dans la gare, c'est très clair. Il y a déjà 2 mains. Aboubakar Bangouba, vous pouvez ouvrir votre micro après Adia. Ok, merci beaucoup. Merci Ngam pour ces explications. La gestion axée sur les résultats, par définition, il y a 2 concepts clés que je peux tirer. Il y a l'efficacité et l'efficience dans la définition, dans le concept de gare. C'est-à-dire tous nos efforts doivent être tournés vers la gestion des résultats. C'est-à-dire, si par exemple, je peux donner des exemples. Si on a une activité de formation à réaliser pendant 1 semaine, mais avec un budget conséquent, on se rend compte que au lieu de faire 7 jours,
on peut faire cette session de formation dans 5 jours. Ça veut dire qu'on est efficace et on devient aussi efficient. Il y a toujours le reste du budget qui peut rester, qui peut être orienté vers d'autres activités. Mais en tenant d'abord avec l'avis du partenaire financier. Parce que, par exemple, telle activité de formation, il était prévu, par exemple, de réaliser 100 000 CFA. C'est un exemple que je donne. Mais on se rend compte qu'au lieu de faire les 7 jours, on a fait 5 jours. Donc, il reste un reliquat de 200 ou de 300 CFA. Donc, au lieu d'utiliser ce reliquat-là, il faut demander d'abord l'avis du partenaire financier pour qu'il puisse vous autoriser à réorienter ce reliquat-là vers d'autres activités à réaliser. Moi, c'est ce que je peux donner comme définition. Bon, pas d'une définition, mais en tout cas, j'ai pris l'exemple sur 2 concepts, que l'efficience et l'efficacité. Je vous remercie. Merci Bangoura. On prend 3 autres interventions, Mamadou. Il y a Adia qui a levé la main. Après, Maman Sow qui dit dans le chat, la gare permet mieux d'orienter les efforts et les ressources vers l'atteinte des objectifs, de mesurer les performances au lieu de faire des activités juste pour faire. Alors, merci Maman. Maintenant, Adia, si vous voulez bien ouvrir votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. La question que je donne à la gare, c'est juste une approche de gestion focalisée sur la performance et l'obtention de résultats. Formidable. Merci, Adia. Brahim, si vous êtes là. Brahim Khan. Bonjour, merci. Donc, c'est Brahim Khan depuis Nouakchott et merci beaucoup pour cette très riche formation. Donc, pour moi, tout simplement, la gare, c'est une gestion qu'on doit faire pour le projet et que cette gestion sera basée de faire une estimation avant de commencer le projet. Estimer, donc poser les objectifs, poser les activités qui tendent vers cet objectif et maintenant budgétiser ces activités, ce qui nous permet d'être efficient et efficace. Merci. Super, merci beaucoup. Hadi? Hadi, vous avez baissé la main, c'est ça? OK, il n'y a pas de souci. Falousek, si vous êtes là, bien entendu. Alors, si Falou n'est pas là, il y a Alun Badara Diouf qui dit dans le chat, la gestion axée sur le résultat peut être définie comme étant l'ensemble des stratégies, des ressources mises en place pour l'obtention de résultats positifs. Mbar Soignan, efficacité, efficience, il y a aussi impact. Et Badian qui dit la gare, c'est en quelque sorte une stratégie de management concernant les bases d'une approche sur la planification, du suivi et de l'évaluation ou le contrôle des projets ou programmes. Voilà, Mamadou, quelques interventions. Je te laisse peut-être rebondir sur ces éléments-là avant de continuer. Je sais qu'il y a Sani Elhaj Malik qui a levé la main. Et Sani Elhaj Malik, je donne juste le temps que Mamadou prenne la parole. Sani Elhaj Malik, vous voulez prendre la parole? Monsieur oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Pour les explications et pour le bon début. Bon, au niveau je trouve que la gestion axée sur les résultats fait surtout le focus sur les objectifs à atteindre et les résultats. Donc, il met le point sur les résultats que l'on doit obtenir, c'est-à-dire l'impact avant même donc la mise en place du projet. Donc, au lieu de s'accentuer sur les activités à faire, on analyse d'abord quel impact, donc, par exemple, le cas de l'exemple de la formation qu'on a donné, quels seraient donc les résultats en termes donc à long terme, mais aussi à court terme, avant même de commencer donc le projet en réalité. Merci. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment des réponses très enrichissantes. Heureusement que j'ai posé la question. Et là, je me rends compte que pour toutes les réponses vraiment que j'ai reçues, on ne comprend pas encore c'est quoi la gestion axée sur les résultats. Et je vois vraiment la pertinence de faire cette formation-là. Et vous allez vous rendre compte que quand on parle de gestion axée sur les résultats, c'est un peu ce que vous aviez dit, mais ce n'est pas réellement ce que vous aviez dit. Alors, on va aller très rapidement. Il ne reste pas beaucoup de temps.
Alors, la gare est définie comme étant une large stratégie de gestion visant à réaliser une meilleure performance et des résultats démontrables. Il y a quelqu'un qui a parlé de ça. Elle a été adoptée par beaucoup d'organisations de développement et de développement bilatéral et d'administration publique dans le monde. La gare, c'est une stratégie de gestion par laquelle une organisation s'assure que ses procédures, ses produits et ses services contribuent à la réalisation des résultats souhaités. Et c'est là où j'attendais cette définition-là. Quand on parle de résultats, c'est produit, effet, impact. Un résultat, c'est le produit, c'est l'effet et c'est l'impact. Et on va revenir sur ça. C'est-à-dire que quand on vous dit c'est quoi la gestion axée sur les résultats, c'est une stratégie de gestion par laquelle une organisation s'assure que ses procédures, produits et services contribuent à la réalisation des résultats souhaités. Et le résultat, c'est produit, effet, impact. Ce sont ces trois éléments-là qu'on considère comme étant un résultat. Et on va expliquer ça pour que vous sachiez réellement c'est quoi un résultat pour parler même de gestion axée sur les résultats. Alors ça, c'est d'autres définitions hein, qui ont été données. Alors là, on dit que quand on fait de la gestion axée sur les résultats, on a tendance à utiliser certains outils comme la planification stratégique, avoir une vision sur le long terme, la gestion des risques, c'est un outil, le suivi des progrès et l'évaluation parfois des résultats. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est revenu sur, il a parlé quand on a posé la question de savoir c'était quoi la gestion axée sur les résultats, la personne a mis le focus plus sur la mesure du rendement. C'est la mesure du rendement qu'ils utilisent pour évaluer l'efficience et l'efficacité des projets, des programmes ou même des initiatives. Ça, c'est un peu la mesure du rendement. C'est différent de la gestion axée sur les résultats. Parce que quand on parle de l'efficience, l'efficacité, quand on parle de la pertinence, de l'impact, etc., ça sont des critères d'évaluation. Il y en a qui parlent d'indicateurs de performance. Mais c'est un outil de la gestion axée sur les résultats, ce n'est pas la gestion axée sur les résultats. On va aller très rapidement, vraiment. On va sauter certains éléments qui ne sont pas très importants. Alors, ça, ce sont les principes de la gestion axée sur les résultats. Quand on parle de gestion axée sur les résultats, c'est axer le dialogue sur les résultats à toutes les étapes du processus. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à chaque fois, quand on parle résultats. Comment on fait pour atteindre tel résultat? Aligner la programmation, le suivi et l'évaluation sur les résultats. Quand on fait la planification, quand on fait le suivi et l'évaluation, on essaie de voir est-ce qu'on est en train d'atteindre les résultats. Assurer la simplicité des méthodes de mesure et des rapports. Quand on fait de la gestion axée sur les résultats, il n'y a plus ces rapports narratifs là où on vient dire que Adrien a fait ça, tel autre a fait ça, etc. On n'est plus dans l'explicatif. On est vraiment dans le reporting axé sur les résultats. On a fait ça, ça sont les actions qu'on a menées. Ces actions ont permis d'avoir tel produit, ces produits ont permis d'avoir tel effet, ces effets cumulés ont permis d'avoir tel impact. C'est le reporting axé sur les résultats. Parce que le résultat égal, produit, effet, impact. Axer la gestion sur l'obtention de résultats plutôt que de gérer par des résultats, parce que dans chaque projet, il y a des résultats que vous allez ficeler. L'idée, ce n'est pas on atteint tel résultat, après on attaque d'autres résultats, mais on essaie d'avoir une gestion harmonisée où on peut atteindre tous les résultats en même temps. Et enfin, utiliser l'information relative aux résultats pour l'apprentissage et la prise de décision. C'est-à-dire que lorsqu'on a des informations par rapport au suivi que nous faisons, ces informations-là doivent nous aider vraiment à apprendre davantage, à réorienter notre action, mais aussi à prendre des décisions. C'est ça un peu les principes de la gestion axée sur les résultats. Axer le dialogue sur les résultats, aligner la programmation, le suivi et l'évaluation sur les résultats, assurer la simplicité des méthodes de mesure et des rapports. Maintenant, c'est un reporting axé sur les résultats, mais le focus sur les résultats, axer la gestion sur l'obtention des résultats du projet plutôt que de gérer par résultats et utiliser les informations sur les résultats pour l'apprentissage et la prise de décision. Et là, quand on parle de gestion cyclique de la gare, là, on a parlé de gestion cyclique de tout ce qui est projet. Là, quand on parle de la gare, c'est ça la gestion cyclique. On essaie d'avoir une très bonne planification, on met en œuvre, puis on évalue et la rétroaction, c'est-à-dire on reprend encore. Planification, mise en œuvre, suivi, évaluation et rétroaction. Et c'est quoi la pratique maintenant? C'est ça qui est important. Parce que je ne voudrais pas qu'on ait vraiment des définitions et qu'on ne sache pas dans la pratique c'est quoi la gestion axée sur les résultats. Axée sur les résultats, c'est mettre l'accent sur les résultats. Et les résultats, c'est quoi? C'est produit, c'est effet, c'est impact. Je vais revenir sur ces trois éléments-là parce que c'est ce qui constitue le soubassement même de cette formation. Recourir aux indicateurs pour mesurer l'atteinte des résultats. Il faudrait vraiment à chaque fois qu'il y ait vraiment des indicateurs qui soient là pour atteindre, pour dire qu'on a atteint tel résultat. Et quand on parle des indicateurs, il y a deux types d'indicateurs. Il y a les indicateurs quanti, il y a les indicateurs quali. Maintenant, on parle même d'indicateurs mixtes. Nombre de jeunes touchés, c'est un indicateur quanti. Nombre de jeunes ayant acquis des connaissances après cette formation en suivi et évaluation, c'est un indicateur mixte.
qualité de la formation, c'est un indicateur quali. Il faut à chaque fois, dans le cadre d'un projet, essayer d'avoir des indicateurs qui permettent vraiment d'atteindre des résultats, qui permettent vraiment de dire qu'on est passé d'un point A à un point B. Si je dis nombre de jeunes formés en suivi-évaluation ou nombre de personnes formées en suivi-évaluation, on met l'objectif, c'est 30. On fait cette formation, on se rend compte qu'on est à 20. Vous voyez on doit avoir recours aux indicateurs pour voir est-ce qu'on a atteint vraiment des résultats ou pas. Et là, on va expliquer après c'est quoi un résultat. Mais l'idée, c'est qu'il faudrait à chaque fois avoir des indicateurs pour mesurer l'atteinte des résultats. Troisièmement, il faut travailler avec les autres pour obtenir des résultats plus significatifs. On est vraiment isolé dans nos organisations. C'est-à-dire que nous, en tant qu'organisation de jeunes, si on voit d'autres organisations qui travaillent sur la même thématique, on essaie vraiment de travailler avec eux pour avoir des résultats plus significatifs. Alors, dans la pratique, la gestion axée sur les résultats implique de travailler avec d'autres organisations. C'est la raison pour laquelle on parle vraiment de gestion axée sur les résultats. L'autre chose aussi, c'est identifier les risques et préconiser les réponses appropriées, avoir un plan de gestion des risques, un plan de mitigation des risques. Parce que pour pouvoir atteindre des résultats, il faudrait à chaque fois qu'on puisse anticiper sur les risques et qu'on puisse trouver des solutions par rapport à un certain nombre de risques qui pourraient se profiler à l'horizon. Alors, le registre des risques est extrêmement important dans le cadre d'un projet. Vous voulez vraiment organiser une formation en suivi-évaluation. C'est une formation en présentiel que vous voulez organiser. Et là, il faut, avant la formation, on planifie que si la connexion est défaillante, s'il y a des troubles publics, troubles à l'ordre public, donc je donne un exemple. C'est une formation en présentiel qu'on veut organiser peut-être au consortium. Là, on se rend compte qu'il se peut qu'il y ait des troubles parce que tel homme politique a été peut-être emprisonné. Et maintenant, une fois qu'on a identifié ce risque-là, s'il y a des troubles, c'est sûr que les gens ne vont pas venir se déplacer pour cette formation en présentiel. Je dis que, comme plan de mitigation, on organise des formations en ligne. De telle sorte que le jour J, si on se rend compte qu'il y a trouble ou il y a instabilité dans le pays, on peut vraiment faire notre formation et arriver à toucher le nombre de jeunes qu'on veut toucher. Et c'est de cette même manière-là qu'à chaque fois, il faudrait penser risque, parce que ça permet à chaque fois d'atteindre des résultats qui sont assez probants. La gestion des risques. Les risques, c'est extrêmement important, et je le dis. Et dans la pratique, quand on fait de la gestion axée sur les résultats, on prend en compte ces éléments-là. Et enfin, tirer les enseignements du programme en cours et améliorer les résultats des programmes à venir. C'est-à-dire essayer de capitaliser à chaque fois, faire du suivi, voir pourquoi telle chose ne marche pas, etc. Je donne un exemple. On fait une formation sur la gestion axée sur les résultats. Je sais que cette formation elle est très théorique. Après, on fait un suivi, on demande aux participants, mais la formation en gestion axée sur les résultats, les participants nous disent non, nous, on aurait aimé faire une formation où vraiment on va donner des exercices très pratiques. Ça, c'est un enseignement qu'on a tiré de cette formation-là. Et cet enseignement-là va nous permettre vraiment de réajuster notre action pour les programmes à venir. Et quand on fait de la gestion axée sur les résultats, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, il faut vraiment faire un suivi, évaluation très régulier pour vraiment tirer des enseignements du programme en cours afin d'améliorer les résultats des programmes à venir. On fait une formation où on se rend compte qu'il y a peu de jeunes qui viennent, etc. On les appelle, ils nous disent que non, les formations sont trop théoriques. Nous, on veut vraiment être formés dans l'agrobusiness, etc. Ça, c'est un enseignement. Il faut tirer des informations qu'on a eues sur ce résultat-là pour pouvoir nourrir les autres interventions. Dans la pratique, c'est ce qu'il faut comprendre quand on parle de gestion axée sur les résultats. Mettre l'accent sur les résultats, c'est-à-dire mettre l'accent sur les produits, les effets et les impacts. Recourir aux indicateurs pour mesurer l'atteinte des résultats. Pour chaque résultat, il faudrait avoir un indicateur de performance avec une valeur cible et une valeur de référence. Travailler avec les autres pour obtenir des résultats plus significatifs. Quand vous êtes dans une organisation, vous avez un projet, essayez de voir autour, est-ce qu'il y a des gens qui s'activent dans le même domaine et essayez de travailler avec eux pour avoir des résultats plus significatifs. Identifier les risques et préconiser des réponses appropriées parce que ces risques-là peuvent entraver votre projet. Vous décidez d'organiser un grand concert sur la plage, le risque, c'est que vous n'ayez pas l'autorisation du préfet. Quand vous n'avez pas l'autorisation du préfet, vous faites quoi? Vous voyez, votre activité va capoter. Alors, c'est un risque à identifier et trouver aussi une solution par rapport à ce risque-là et qui est responsable de ce risque-là. De telle sorte que si le préfet n'accepte pas de vous donner la plage, vous avez prévu que vous allez venir peut-être au centre de Guédiawaye où vous allez organiser votre méga concert. C'est comme ça qu'il faudrait penser en gestion de projet, identifier les risques et apporter des réponses pour que le jour J, que vous ne vous retrouvez pas à annuler et cela déteint vraiment sur votre planification. Alors ça, ce sont un peu les outils de la gestion axée sur les résultats. C'est important de parler vraiment d'outils et on va revenir sur ces outils-là. Il y a la chaîne des résultats. On va revenir sur ce qu'est la chaîne des résultats.
il y a le reporting axé sur les résultats. Quand on fait du reporting, et les bailleurs, ils vous demandent de faire vraiment du reporting axé sur les résultats. De ne pas vraiment être là dans le narratif, ce qu'on a, surtout pour nous les universitaires, on a l'habitude de beaucoup parler sans rien dire. Et vraiment, quand on fait du reporting, quand on fait des rapports, que ce soit des rapports trimestriels, annuels, etc., c'est vraiment faire du reporting où vous mettez l'accent sur les résultats que vous avez obtenus. Mais là, je suis en train de parler, je suis en train d'extrapoler, mais jusqu'à présent, je n'ai pas dit c'est quoi un résultat. Et là, comment vous pouvez faire un reporting axé sur les résultats si vous ne savez pas c'est quoi un résultat? Et on va revenir vraiment sur ça pour que vous puissiez comprendre. C'est produit, effet, impact, et on va expliquer ça. Il y a aussi le cadre des résultats et les indicateurs de performance. Tout à l'heure, on a parlé d'indicateurs de performance. Il y a le journal des risques. C'est important, c'est un outil. Il y a l'analyse SWOT, qui est un outil de la gestion axée sur les résultats. Il y a le plan de travail annuel. Il faut à chaque fois avoir un plan de travail annuel budgétisé. Dans tout ce que vous voulez faire, si vous n'avez pas un plan de travail annuel, vous ne pourrez pas atteindre les résultats fixés, vous ne pouvez pas atteindre les résultats probants parce que vous ferez ce qu'on appelle du pilotage à vue. Vous ne savez pas là où vous voulez aller. Vous ne savez pas c'est quoi vos objectifs annuels, etc. Je vais montrer c'est quoi une chaîne de résultats, pour montrer un exemple. Je vais montrer un exemple peut-être d'indicateur de performance ou de cadre de résultats. Je vais montrer l'exemple d'un plan de travail annuel, comment ça se fait. Je vais montrer l'exemple d'un journal des risques pour que vous puissiez comprendre comment ces outils-là doivent être utilisés. La base de données, c'est un outil de la gestion axée sur les résultats. Je sais qu'il y a beaucoup qui utilisent la base de données, mais ne savent pas qu'en réalité, c'est un outil de la gestion axée sur les résultats. Il y a beaucoup qui font le plan de travail annuel, mais ne savent pas que c'est un outil de la gestion axée sur les résultats. Les outils de collecte des informations, c'est un outil parmi tant d'autres de la gestion axée sur les résultats. Quand vous utilisez les outils de collecte de données comme Google Forms, comme Kobo Collect, etc., ces outils-là vous permettent vraiment de collecter ces données-là. Et ça, ce sont vraiment des outils qui permettent vraiment d'avoir ou d'enregistrer les résultats. Les missions de terrain que vous faites, les revues de programme, etc. Tout ça sont des outils que vous pouvez utiliser quand on parle de gestion axée sur les résultats. C'est quoi là? C'est la chaîne des résultats, c'est le reporting axé sur les résultats, c'est le cadre des résultats et les indicateurs de performance, c'est le journal des risques, c'est l'analyse SWOT, c'est le plan de travail annuel, ce sont les outils de collecte des informations, c'est la base de données, ce sont les missions de terrain et les revues de programme. Sont autant d'outils parmi tant d'autres qui utilisent la gestion axée sur les résultats pour réaliser des résultats escomptés. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer? Parce qu'il faudrait qu'on aille... J'ai levé la main, excusez-moi. Ouais. Oui, je voulais savoir si c'était la même chose, le cadre des résultats et les indicateurs de performance. Est-ce que c'est la même chose avec le cadre de mesure des rendements? Non, ce n'est pas la même chose. Quand on parle des indicateurs de performance, ce qu'il faut retenir quand on parle d'indicateurs de performance, ce sont les indicateurs qui ont une valeur différente et une valeur cible pour atteindre un objectif bien précis. Un indicateur, c'est une variable qui permet de mesurer le changement avec une valeur de référence et une valeur cible. On fait une formation. L'indicateur de performance, c'est le nombre de personnes ayant acquis des connaissances en suivi-évaluation. C'est ça l'indicateur. Et la valeur de référence, c'est 0. La valeur cible, c'est 30. C'est-à-dire que avant la formation, on n'a pas eu des compétences en gestion axée sur les résultats. À la fin de la formation, 30 personnes ont acquis des compétences solides en gestion axée sur les résultats. C'est ça l'indicateur de performance. C'est une variable qui permet de mesurer le changement, mais avec une valeur de référence et une valeur cible. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Maintenant, Oui, je comprends, merci. Le cadre de résultat, c'est comme le cadre logique. Parfois, le cadre logique même est appelé à outrance cadre des résultats, mais on va montrer vraiment un cadre des résultats qui met le focus vraiment sur les résultats. Est-ce qu'il y a une question, une autre question? C'est bon. Alors, il y a juste avant que tu continues, Mamadou, il y a Paloussek qui dit tout à l'heure, je voulais intervenir, mais il paraît que vous ne me recevez pas. Est-ce que tu pouvez vérifier, monsieur Paloussek? Vous pouvez vérifier pour voir. Essayez d'ouvrir votre micro et parler pour voir, mais on ne vous a pas entendu dans tous les cas. Je sais que je n'ai pas entendu. Palou? Si Palou n'est pas là, alors tu as Mamadou deux interventions. Il y a John qui a levé la main et Moussa Fall. John? Si John n'est pas là, on donne la parole peut-être à Moussa Fall. Moussa Fall, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour Moussa. Bonjour. Donc moi, je voulais juste demander une question par rapport à la... oui. Est-ce qu'il est différent de... Oui. John, s'il vous plaît, vous pouvez patienter le temps que Moussa Fall prenne la parole. John, vous pouvez patienter juste... Oui, vous m'entendez?
OK, merci de patienter. Juste un instant, le temps que Moussa Fall ne prenne la parole. Monsieur Dion. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous alors, entend. Je voudrais Moussa juste Fall. poser une question. Donc, j'entends souvent parler de la méthode logique. Est-ce qu'il est différent de la chaîne de résultats? La méthode logique, là où il y a les niveaux intrants, activités, les extrants et les résultats. Je n'ai pas bien entendu la question. Vous entendez Donc, parler de ça? je parle de la du modèle logique, le modèle logique. OK. Est-ce qu'il est différent de la chaîne des résultats comme méthode? Vous voulez parler du cadre logique ou bien de... Oui, c'est le cadre logique. Alors, quand on parle de cadre logique, c'est un peu le résumé de la conception opérationnelle du projet. Alors, dans le cadre logique, il y a vraiment une chaîne des résultats qu'on appelle parfois logique d'intervention, etc. Et c'est la première colonne du cadre logique, la chaîne des résultats, où il y a vraiment tout ce qui est intrant, tout ce qui est activité, tout ce qui est produit, tout ce qui est effet, tout ce qui est impact. D'accord, ok. Maintenant, après, on va revenir vraiment sur ça. Mais dans le cadre logique, pour pouvoir faire un cadre logique, il faut d'abord savoir c'est quoi d'abord la chaîne des résultats, parce qu'en gestion accessible des résultats, le premier élément, c'est vraiment la chaîne des résultats, qui représente vraiment la première colonne du cadre logique. Ok, c'est bon, merci beaucoup. Après, on va montrer vraiment un exemple de ça. Merci. Merci, Mamadou. On prend peut-être l'intervention de Sissoko. Sissoko, si vous êtes là. Oui, monsieur Sissoko, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui signifiait le SWOT, l'analyse de l'SWOT. OK, c'est bien noté, Mamadou. Il pose la question de savoir si tu peux revenir sur l'analyse SWOT. OK, Sissoko, c'est bien noté. Il n'y a pas de souci. OK, il y a Bak qui a posé la question de savoir qu'appelle-t-on résultat en GAR? Gestion axée sur les résultats. Il y a M. Bak qui a posé cette question dans le chat, Mamadou. Et on prend peut-être une autre question qui a été posée dans le chat. Non, mais je pense que ça concerne plus. Alors, Maman Sow, y a-t-il un moyen de mesurer l'utilisation de la gare? C'est-à-dire un moyen de savoir si nous sommes dans une démarche gare ou pas. Et est-ce qu'il y a une phase spécifique du projet où on doit l'appliquer? Donc ça, c'est la question de Maman Sow. Je ne sais pas si tu veux que je reprenne Mamadou. Elle pose la question de savoir si y a-t-il un moyen de mesurer l'utilisation de la gare? C'est-à-dire un moyen de savoir si nous sommes dans une démarche gare ou pas, et est-ce qu'il y a une phase spécifique du projet où on doit l'appliquer? Donc, tu peux revenir sur l'analyse SWOT, Mamadou. Il y a quelqu'un qui a posé la question par rapport sur l'analyse SWOT et la question de Maman Sow notamment. Et je pense que le tour est joué. Alors, on revient d'abord sur l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, comme vous pouvez le savoir, c'est une méthode d'analyse stratégique qui est utilisée souvent par les entreprises ou par les ONG pour évaluer leurs forces, leurs faiblesses, leurs opportunités et leurs menaces. Et cela permet de mieux comprendre la position d'une organisation ou d'une entreprise sur le marché et d'identifier naturellement des stratégies pour améliorer sa compétitivité. Ça, c'est la réponse qu'on va donner par rapport à l'analyse SWOT, qu'on appelle aussi force, faiblesse, opportunité, menace. Il y a plusieurs appellations vraiment de l'analyse SWOT. Mais ce qu'il faut tenir quand on parle de l'analyse SWOT, c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Force et faiblesse, c'est interne, opportunité, menace, c'est externe. L'autre chose, quand on parle de gestion axée sur les résultats, c'est quoi un résultat? Comme je l'ai dit, un résultat, c'est produit, effet, impact. On va revenir sur ça pour vous l'expliquer. Je pense que ça, c'était la deuxième question. La troisième question, c'était quoi, Adrien? C'était, y a-t-il un moyen de mesurer l'utilisation de la gare? Et elle veut savoir notamment s'il y a un moyen de savoir si nous sommes dans une démarche gare ou pas. Et est-ce qu'il y a une phase spécifique du projet où on doit l'appliquer? Donc, maman vraiment veut savoir peut-être, voilà, quelles sont comment dirais-je, les implications même de la gestion axée sur les résultats. Est-ce qu'il y a un moyen de le mesurer? À partir de quel moment on peut dire qu'on est dans une démarche de gestion axée sur les résultats? Et ça, je pense que la question porte un peu sur tout ce qu'on a dit du début jusqu'ici à un moment. Oui, alors, quand on parle de gestion axée sur les résultats, la mesure de l'utilisation de la gestion axée sur les résultats peut se faire
à travers plusieurs indicateurs clés de performance. C'est-à-dire que là, on a parlé d'indicateurs de performance. C'est-à-dire quand on a un projet, forcément, on a des indicateurs de performance. On a un projet sur l'entrepreneuriat. Les indicateurs de performance, c'est peut-être le nombre de jeunes formés sur la gestion d'entreprise. Ça peut être le nombre de jeunes qui, après avoir été formés, ont pu créer l'entreprise, etc. Ça, ce sont les indicateurs de performance qu'il faudrait mettre en place parce que c'est un outil de la gestion axée sur les résultats. Là, on le fait depuis le début du projet, qu'on ait des indicateurs clairs pour dire aux bailleurs qu'on est passé d'un point A à un point B parce que c'est ça l'objectif de la gestion axée sur les résultats. Alors, la mesure d'utilisation de la gestion axée sur les résultats se fait à travers plusieurs indicateurs clés de performance qui reflètent l'efficacité et l'impact des initiatives mises en place. On peut prendre quelques exemples. Atteindre des objectifs fixés. Les indicateurs de performance nous permettent de mesurer dans quelle mesure, vous m'excusez de la redondance, les objectifs fixés ont été atteints. Cela peut inclure vraiment les objectifs financiers, opérationnels ou liés même à la qualité des produits et des services. Ça permet aussi d'améliorer des résultats, comparer les résultats actuels avec ceux d'avant, l'implémentation de la gare pour évaluer vraiment l'impact des changements. Avec aussi la gare, on est en mesure vraiment de voir la satisfaction des participants, de recueillir les feedbacks, etc., etc. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est à travers vraiment des indicateurs de performance, à travers tous ces outils-là qu'on a montrés, que ce soit la chaîne des résultats, que ce soit le plan de travail annuel, que ce soit la base de données, qu'on pourrait vraiment mesurer l'utilisation de la gestion axée sur les résultats. Et cette utilisation-là va se traduire par des résultats assez probants. Et c'est la raison pour laquelle je vais attaquer directement la partie résultat. C'est quoi un résultat pour que vous puissiez vraiment comprendre, parce que sinon, je vais parler de résultats et on ne va pas comprendre. Et la gare est utilisée dans toutes les phases. C'est depuis le début, que ce soit la planification, le suivi, l'évaluation. Tout ce qu'on fait, on doit penser gare. De la conception du projet jusqu'à la fin, on pense résultat. Et là, on va venir vraiment sur c'est quoi les résultats pour qu'on puisse comprendre. Alors, c'est ça la chaîne des résultats. C'est une relation de cause à effet qui mène d'une action de développement à une action des objectifs. La chaîne des résultats, ça commence par quoi? Ça commence par la disposition des ressources. On a les intrants, on a l'argent, on a le personnel, etc. Se poursuit par les activités, les extrants. L'extrant, c'est produit, c'est output, etc. Après, il y a les effets, après, il y a les impacts. On peut schématiser, c'est ça. La chaîne des résultats. C'est-à-dire que pour chaque projet, pour suivre un projet et suivre les résultats, il faudrait savoir que résultat égale produit, effet, impact. Ce sont ces trois éléments-là qui sont considérés comme étant un résultat, produit, effet, impact. Maintenant, la chaîne des résultats nous permet de revenir sur ce processus-là, sur cette relation de cause à effet. Là, vous voyez une personne, et cette personne-là constitue la ressource. Que ce soit cette personne-là est une ressource humaine. Il y a peut-être ressources matérielles, je ne sais pas ce qu'il a entre les mains. Ce sont ces ressources-là qui permettent de mettre en place une activité. Et quand on met en place une activité, directement, après, on a le produit. Le produit, c'est l'ensemble des biens et des services qui découlent d'une intervention. Une fois qu'on a le produit, forcément, on aura un résultat. Un deuxième niveau de résultat, c'est les effets. On passe de produit aux effets. L'effet, c'est un résultat à moyen terme. Le produit, c'est un résultat à court terme. Et enfin, on a l'impact. L'impact, c'est sur le long terme. À chaque fois, on utilise de manière très biaisée impact. Quand on dit impact, c'est parfois sur 5 ans. C'est la raison pour laquelle parfois on parle d'évaluation d'impact. Parfois, on confond impact et effet. L'impact, parfois, c'est sur 5 ans. Et maintenant, une fois qu'on met en place une activité, cette activité nous permet d'avoir un produit. Ce produit nous permet d'avoir un effet. Et l'effet cumulé nous permet d'avoir un impact. Et la gestion axée sur les résultats, c'est produit, effet, impact. C'est-à-dire qu'on était dans une période où, quand les bailleurs financiers les organisations revenaient pour dire aux bailleurs, on a organisé 120 activités, on a touché 120 jeunes, etc. Et là, le bailleur s'est dit, mais vous organisez beaucoup d'activités, vous dépensez énormément de ressources, on est jusqu'à présent là, on est dans ressources et activités, mais on ne voit pas de changement au niveau des bénéficiaires. Et c'est ça un résultat. Un résultat, c'est le changement qu'on peut avoir au niveau du bénéficiaire. Et ce résultat-là est scindé en 3 étapes. Il y a le premier niveau de résultat qu'on appelle le produit, il y a le deuxième niveau de résultat qu'on appelle l'effet, et il y a le troisième niveau de résultat qu'on appelle l'impact. Le produit, c'est à court terme, l'effet, c'est à moyen terme, et l'impact, c'est à long terme. Et c'est ce changement-là qu'il faudrait comprendre dans le cadre d'un projet. Je donne un exemple terre à terre. On veut faire une formation, on a forcément besoin de ressources. Formation sur le suivi et évaluation, on a besoin d'un personnel. J'ai été recruté pour ça. On a besoin d'argent. On a besoin peut-être de me donner de la connexion Internet. Ça, c'est les ressources.
Et c'est une fois qu'on a ces ressources-là qu'on peut mettre en place une formation sur le suivi-évaluation. On est passé de ressources à activité. Maintenant, une fois qu'on a fait l'activité, c'est quoi le premier résultat au niveau de vous participants? Le premier résultat, c'est que les participants sont outillés sur la gestion axée sur les résultats. Parce que c'est ça le produit. Le produit, c'est juste après la formation. C'est quoi le premier changement? Le premier changement, c'est que vous soyez assez outillés sur c'est quoi la gestion axée sur les résultats. Mais ça, c'est le premier niveau de changement qu'on a. Une fois que vous êtes assez outillés sur la gestion axée sur les résultats, c'est quoi le deuxième niveau de résultat? Le deuxième niveau de résultat, c'est que pour les uns, il y a une insertion professionnelle dans le domaine du suivi-évaluation. On vous forme, vous êtes outillés, vous déposez à un emploi sur le suivi-évaluation, on vous pose des questions sur la gestion axée sur les résultats, vous répondez à ces questions parce que vous êtes outillés, et là, il y a l'insertion professionnelle. Vous voyez, ça c'est le deuxième niveau de résultat, c'est un résultat à moyen terme. C'est un Mamadou ou un Adrien qui passe d'une personne outillée à une personne qui a réussi à avoir une insertion professionnelle. Ça, c'est l'effet. Je reprends. Vous voulez faire une formation sur l'entrepreneuriat. Pour cette formation, vous aurez besoin d'un formateur, d'une salle de classe, etc. Vous aurez besoin de tout ce qui est restauration, etc. Ça, ce sont les ressources. Une fois que vous avez les ressources, vous faites la formation, formez les jeunes de la banlieue sur l'entrepreneuriat. Une fois que vous êtes formé, en finissant juste la formation, il y a le produit. Le produit, c'est que ces jeunes sont outillés sur la création d'entreprises. Et après que ces jeunes-là soient outillés sur la création d'entreprises, 1 an après, 6 mois après, c'est l'effet. L'effet, c'est quoi? C'est que ces jeunes-là ont pu créer leur entreprise. Et maintenant, dans 5 ans, ça, c'est l'impact. Une fois que les effets sont cumulatifs, on arrive à l'impact. Dans 5 ans, il y a l'amélioration des conditions de vie des jeunes. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez? On passe d'une formation sur la création d'entreprise. Les jeunes sont outillés sur comment on crée une entreprise. Ça, c'est un résultat immédiat. C'est le produit. Quelques temps après, 6 mois après, on appelle le jeune pour lui dire, ah, où est-ce que vous en êtes maintenant après avoir reçu cette formation-là? Le jeune vous dit, ah, maintenant, j'ai pu créer mon entreprise. Ça, c'est l'effet. Et l'impact, c'est sur le long terme. Sur 5 ans, il y a l'amélioration des conditions de vie des jeunes. Parce que quand les effets sont cumulatifs, quand vous réussissez à créer beaucoup d'entreprises, des jeunes, vous arrivez vraiment à améliorer les conditions de vie. Maintenant, l'impact, on y contribue. Notre objectif, ce n'est pas d'atteindre l'impact. L'impact, on y contribue avec d'autres organisations. Notre objectif, c'est d'atteindre les effets. Maintenant, il faudrait comprendre que quand les effets sont cumulatifs, on arrive à l'impact. Maintenant, quand on parle de résultats, ce qu'il faut retenir, c'est la combinaison de ces 3 éléments-là. Produit, effet, impact. C'est ça un résultat. Est-ce que c'est clair? Merci Mamadou. Je pense qu'il y a déjà une intervention de la part de M. Ndiol qui a levé la main et qui a voulu prendre la parole dans le chat. M. Ndiol. Oui, merci pour ces précisions. Je voulais juste faire une petite contribution par rapport à l'effet et l'impact. On dit que, bon, souvent en matière d'évaluation, il y a 2 aspects qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que le qualitatif et le quantitatif. Souvent, quand on parle d'effet, c'est plutôt qualitatif. Ce n'est pas mesurable. Alors que l'impact, c'est la mesure de l'effet sur l'échelle, c'est la mesure de l'effet sur l'échelle des valeurs. Quand on parle d'impact, c'est souvent calculable. C'est souvent des données chiffrées qu'on met après sur la table pour évaluer tout ce qu'on a fait. Comme vous l'avez dit, les produits qu'on a par rapport au projet, l'effet que ce projet-là a eu à produire, et après, on calcule tout ça par rapport à l'impact. La différence entre l'effet et l'impact, c'est-à-dire que l'impact est calculable, c'est-à-dire qu'on a des données chiffrées sur lesquelles on se base pour dire que voilà, le projet a mené à tel ou tel ou tel, alors que l'effet ne doit pas. Je donne un exemple aussi terre à terre. Alors, si on construit une route, par exemple une piste de production, ici à Tangori, il y a une piste de production qui a été refaite. Je dirais même qui a été boutumée. Voilà, on voit que, en effet immédiat, que voilà, la fluidité est plus, voilà quoi, on remarque plus la fluidité des voitures et tout ça. Vous voyez. Mais quand on parle d'impact,
c'est à long terme et cet impact-là est mesuré. C'est-à-dire qu'on peut calculer le nombre de voitures qui passent, qui passent cette route pendant plusieurs années ou plusieurs mois, quelque chose comme ça, pour en fait faire la différence entre l'effet et l'impact. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire par rapport à l'effet et l'impact. Et dire que aussi, si on fait une évaluation, il faut faire il y a une évaluation qualitative et une évaluation quantitative. L'évaluation qualitative, ça rapporte souvent à l'effet, et l'évaluation quantitative, ça rapporte à l'impact. Mais l'impact, c'est le couronnement de tout ce qu'on a fait, c'est tout ce que les résultats que le projet a eu à produire, du produit à l'effet. Et maintenant, pour évaluer tout ça, parce que souvent les bailleurs qui financent et tout ça, ils veulent des données chiffrées. Et l'impact aide à produire des données chiffrées en se basant sur des produits, l'effet que les produits ont, qui se fait remarquer d'ailleurs par les populations et tout ça. Et tout ça, on mesure ça et on produit un rapport final qui est l'impact. C'est ce que j'avais à dire. Mamadou, il y a plus de questions pour l'instant. Peut-être si tu veux. Voilà, vas-y, Mamadou. Oui, merci pour cette contribution. Alors, ce qu'il faut aussi retenir, et qui est extrêmement important, c'est que l'impact souvent de la gestion axée sur les résultats, ça peut être mesuré et évalué. Je suis totalement d'accord. Mais parfois, il est difficile à quantifier de manière précise en raison de sa nature souvent qualitative et contextuelle. Cependant, il existe vraiment plusieurs méthodes pour évaluer l'impact de la gestion axée sur les résultats. Parfois, c'est l'analyse comparative, l'étude de cas, les feedbacks des parties prenantes, les indicateurs clés de performance, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour voir l'atteinte des objectifs, l'efficacité des processus et la satisfaction des clients. Alors, bien que l'impact de la gare est difficile à quantifier avec précision en raison de sa nature parfois multidimensionnelle et contextuelle, ces méthodes-là que je viens aussi de souligner peuvent fournir une compréhension assez globale de son efficacité et de son importance. Alors, merci vraiment pour cette belle contribution. Alors, on va aller vraiment sur... Mamadou, avant que tu ne poursuives, excuse-moi Mamadou, avant que tu ne poursuives, il y a juste Fatou Ndourba qui voulait prendre la parole. Elle a baissé la main, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Fatou Ndourba. Merci Adrien. J'ai juste une question. Tout à l'heure, Mamadou, vous disiez que en ce qui concerne l'impact, on peut généralement voir que la durée, c'est après 5 ans, si j'ai bien compris. Et pour les extrants, on peut déjà mesurer les résultats. On va voir les résultats de manière immédiate, juste après, par exemple, l'implémentation d'un projet. Maintenant, qu'en est-il pour les effets? Est-ce qu'il y a un délai où on va se dire que oui, peut-être pour les effets, c'est après 1 an de la mise en place du projet, après 2 ans, vraiment voir s'il y a un délai dans le temps où on va se situer par rapport à chaque étape. Merci. Merci. Alors, ce sont des cas d'école. On va revenir un peu sur ça en présentant la chaîne des résultats avec des exemples précis et des dates aussi, des périodes plutôt. Mais moi, je donne seulement quelques exemples quand je fais la chaîne des résultats. C'est-à-dire qu'une fois après avoir répertorié c'est quoi les activités, c'est quoi les produits, après, parfois, c'est à moi, en tant que responsable suivi évaluation, de voir quand est-ce qu'on va vraiment mesurer ces effets-là. Je donne un exemple. On fait souvent des formations ici sur les soft skills, comment on fait un CV, comment on fait une lettre de motivation. Une fois qu'on a fait la formation, le produit, c'est que les jeunes soient outillés sur tout ce qui est rédaction de CV et lettre de motivation. Et nous, on a une emprise. Je ne sais pas, est-ce que je pourrais l'appeler emprise? En fait, on a un contrôle sur les produits. Mais on n'a pas un contrôle sur les effets et les impacts. Mais c'est une relation de cause à effet qui conduit à ce que, quand on a les produits, forcément, après, on a les effets. Et si les effets se cumulent, forcément, on a l'impact. On fait une formation sur les soft skills, sur CV et l'aide de motivation. Après la formation, on dit que le produit, c'est que les jeunes sont outillés. Comment on fait pour savoir que ces jeunes sont outillés là? C'est un questionnaire qu'on va peut-être faire, un questionnaire d'évaluation. On va poser des questions aux jeunes pour voir est-ce qu'ils sont outillés dans comment on fait un CV et une lettre de motivation.
Une fois qu'on est sûr que ces jeunes soient assez outillés sur comment on fait une lettre de motivation, je me dis que je vais commencer à rechercher les effets à partir de 6 mois ou à partir de 3 mois. Ça dépend de moi. Mais c'est un changement à moyen terme. Je me dis qu'à partir de 6 mois, parce qu'à partir de 6 mois, j'ai dit que les jeunes, ou 30% de ces jeunes-là vont avoir une insertion professionnelle, ou les jeunes ont pu avoir une insertion professionnelle. Dans 6 mois, j'appelle ces jeunes-là qui ont été formés parce que j'ai la base de données. Je les appelle pour voir est-ce qu'ils ont réussi à avoir une insertion professionnelle. Et forcément, parfois, il y en a qui vont te dire qu'ils ont eu une insertion professionnelle et c'est un résultat qu'on a et qu'on va transformer en success stories pour dire que ça, c'est vraiment un cas de succès parce que ce jeune-là a été formé, après, il a pu avoir une insertion professionnelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Et là, l'idée, c'est que quand vous faites de la gestion axée sur les résultats, il faut savoir que votre cœur de métier, quand vous faites toujours, c'est pour avoir des effets. C'est pour avoir des effets. Parce que quand vous avez ces effets-là et que ces effets sont cumulatifs, forcément, vous aurez l'impact. Mais pour avoir ces effets-là, il faut vraiment passer sur quels sont les intrants à mettre en place, quelles sont les activités à mettre en place. Si on met en place ces activités-là, quel sera le premier niveau de résultat qu'on appelle les outputs ou produits. Une fois qu'on a ces produits-là, les effets, c'est à partir de quel moment, les impacts, c'est à partir de quel moment. On va revenir vraiment sur un exemple précis. Ça, c'est une automatisation de produits, effets, impact. Alors, ça, c'est un exemple terre à terre qu'on a donné sur la chaîne des résultats. Là, c'est vraiment l'activité, c'est construire une salle de classe. On a besoin de finances, on a besoin d'expertise, on a besoin de matériel. Ça, c'est ce qu'on appelle les inputs ou les intrants. L'activité, c'est construction d'une salle de classe. Alors là aussi, il y a plusieurs manières de formuler une activité. Hein. Il y a dans d'autres organisations où on va dire construire une salle de classe, c'est un verbe à l'infinitif, etc. Il y a plusieurs, ça sont des exemples. Activité, construction d'une salle de classe. Si on construit une salle de classe, juste après, le produit, c'est quoi? C'est X salles de classe construites. Ça, c'est le produit. Une fois que X salles de classe construites, est-ce qu'on se limite à ça? Pour avoir les effets, le changement à moyen terme. Si on construit les salles de classe, le changement à moyen terme, le changement dans 6 mois, dans 1 an, etc., c'est quoi? C'est qu'il y ait augmentation du nombre d'inscrits et de la capacité d'accueil de l'école. Je donne un exemple. Dans le rapport peut-être du gouvernement, on nous dit qu'il y a X nombre d'infrastructures qui ont été construites. Mais est-ce que ça, c'est vraiment un résultat? Ça, c'est le premier niveau de résultat. Mais il faut aller vraiment vers les effets et vers les impacts. L'effet, c'est quoi? C'est que peut-être ces infrastructures-là soient fréquentées, qu'on puisse alléger la population dans sa capacité de se déplacer, etc. Ça, c'est vraiment l'effet qu'il faut rechercher quand on construit les infrastructures. Mais l'État ne doit pas mettre le focus seulement sur on a construit tel nombre d'infrastructures, on a formé tel nombre de jeunes. Ça, c'est vraiment un premier niveau de résultat qui n'est pas assez signifiant. Le deuxième niveau de résultat, le troisième niveau de résultat, on doit mettre le focus sur ça parce que c'est vraiment un résultat, c'est produit, effet, impact. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on a formé 30 jeunes, etc. On dit que ces jeunes-là, après avoir été formés, ont pu avoir une insertion professionnelle. Ces jeunes-là ont été outillés sur tel domaine, etc. Et là, vous voyez qu'il y a augmentation du nombre d'inscrits d'accueil de l'école et l'impact, puisque c'est sur le long terme, il y a un taux de réussite scolaire amélioré, la baisse du taux de déperdition scolaire dans l'enseignement. Je ne sais pas ce que vous comprenez. On est parti des ressources, après on a mis en place une activité, l'extra, c'est juste après l'activité, il y a X salles de classe qui sont construites, ça c'est le produit, mais on ne s'arrête pas là. Après il y a l'effet, c'est l'augmentation du nombre d'inscrits et de la capacité d'accueil de l'école, et l'impact sur le long terme. À chaque fois qu'il y a augmentation du nombre d'inscrits et de la capacité d'accueil de l'école, après, l'impact sur le long terme, c'est qu'il y ait une taux de réussite scolaire amélioré. C'est vraiment à un niveau de développement extrêmement important. On fait une formation sur le suivi-évaluation. Après la formation sur le suivi-évaluation, les jeunes ou les participants sont outillés sur le suivi-évaluation. L'effet, c'est que les participants puissent avoir une insertion professionnelle sur le suivi-évaluation. L'impact, c'est peut-être réduction du taux de chômage au Sénégal. C'est ça l'impact. Alors, les extras se matérialisent, alors les effets se produiront. Si les effets se produisent, alors les impacts apparaîtront. C'est une logique ascendante, une logique de cause à effet. Alors, est-ce que c'est... Alors, la chaîne de résultats utilisée dans le cadre de l'élaboration d'un cadre logique. Le cadre logique, la première colonne que vous allez voir, c'est la chaîne des résultats. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur ça, très rapidement? Oui, Mamadou, il y a assistant, d'accord, je pense que c'était Mariam qui voulait prendre la parole. Oui, il nous reste un peu de temps, Mamadou.
J'avais peut-être juste une question rapide. Est-ce que vous pouvez revenir 2 diapos en arrière sur l'aspect produit, effet, impact? J'avais juste Ici. encore, peut-être un peu plus loin encore, d'une des diapos de plus, celle d'avant C'est bon, encore. Ou c'est celle-là, ok, c'est parfait, je peux poser ma question. J'avais justement une question sur la mesure de l'effet, parce que de ma compréhension, l'impact ne se mesure pas dans la limite du temps d'un projet. De ma compréhension, l'impact se mesurera peut-être 5 ans, 10 ans après par une autre action d'évaluation. Je prends le cas de l'effet, donc, où je vais prendre votre exemple de construction de salle d'école X. Donc, en gestion accès en résultat, on a construit les salles d'école A, on a permis d'augmenter le nombre d'inscrits. Aujourd'hui, sachant qu'on a d'autres dynamiques qui se mettent en place outre le projet, je m'explique. Si on a un projet qui construit des classes, mais en même temps, à côté, on a une augmentation de la population d'un quartier, et que ça, concomitamment, produit l'effet qu'on a ajouté le nombre de classes, mais en même temps, on a un nombre d'inscrits égal, voire plus faible que la situation du projet, en raison du fait qu'on a d'autres dynamiques qui augmentent la population. Comment on intègre ça dans la mesure, en fait? Allô? Je pense qu'on a perdu Momodou. Momodou, tu es là? Je pense qu'on a perdu. Mais du coup, j'essaie de savoir ce qui se passe. Excusez-nous. Juste quelques secondes, le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Mais excellente question, Mariam. C'est extrêmement important ce que vous posez comme question. Donnez-moi juste un instant, le temps de voir ce qui se passe avec Momodou. Alors, Momodou ne va pas tarder. Il a eu des soucis de connexion, si je me trompe, ou bien il s'est déconnecté par inadvertance, mais il va plus tarder. Momodou, tu es revenu? Tu nous entends? Oui, je suis revenu, je vous entends. Super. Est-ce que c'est bon? On peut avancer? C'est bon, tu peux mettre juste le mode diapo, Momodou, mais c'est bon. Ouais. Alors, ici, il y a le cadre logique. Le cadre logique, comme vous le savez, je pense qu'il y a 2 personnes qui ont levé la main, ou bien c'est bon maintenant? Là, c'est bon. Je pense qu'il y a Bas qui a levé la main, mais je pense que tu étais en train de prendre en charge. Il y a Mariam qui posait la question tout à l'heure. Je pense que tu n'as pas pu répondre à sa question. Juste avant, tu as eu des soucis. Mais si tu peux rebondir un peu sur sa question et aborder la question de si, par exemple, il y a une augmentation de la population à côté avant la fin du projet, etc., ou bien après la fin du projet. Je pense que, Mariam, je pense que je formule mal votre question, mais si vous pouvez reprendre, ça peut être bien. Oui, je vais essayer de résumer. Ma question, en fait, c'est plus par rapport aux effets, la mesure des effets. Donc, j'ai repris votre exemple sur la salle de classe, sachant que donc, le projet intervient en construisant des salles de classe, mais le projet n'est pas isolé, il est dans un environnement. Si, par exemple, pendant que vous construisez vos salles de classe, pour X raisons, la commune voit une augmentation de population, qui fait que justement, donc, l'effet d'avoir plus de gens scolarisés n'est pas augmenté, bien que le projet ait intervenu. Comment la gare arrive à prendre cela en compte dans sa mesure? Je n'ai pas bien compris la question. Donc, l'idée, c'est de savoir dans la mesure des faits, comment extraire donc l'effet réel du projet, en résumé, sachant que d'autres situations interviennent, d'autres dynamiques se mettent en place autour du projet. Comment savoir que c'est mon projet qui est responsable de cet effet-là, sachant qu'à côté, on a d'autres phénomènes qui se mettent en place autour. OK. Alors, je pense que tout à l'heure, j'avais parlé de base de données, qui est aussi un outil de la gestion axée sur les résultats. C'est-à-dire que quand on intervient dans un projet, l'idée vraiment, c'est un exemple. Si
fait un projet de formation, on a déjà le nombre de personnes qui est formé. Et après, c'est pour suivre un peu cette chaîne de résultats-là, on appelle ces personnes pour voir c'est l'effet. Maintenant, dans ton cas précis, il faut savoir que nous, on a une contribution à faire, mais d'autres organisations ou d'autres éléments ou d'autres facteurs aussi peuvent y contribuer. Et l'idée, c'est que quand on construit une salle de classe, comme effet, on peut avoir une augmentation parce que nous avions été du début jusqu'à la fin dans ce processus-là. On a mis des ressources, etc. On se dit comme effet, on a augmentation de la capacité d'accueil peut-être. On peut être dans un environnement où les gens ont des abris provisoires. On s'est dit on va construire une école de telle sorte qu'après, ces gens-là pourront venir intégrer l'école. Et là, on se rend compte que dans les écoles où on avait un nombre dérisoire de personnes, dans cette école-là, que nous, on a construit, on est arrivé à avoir peut-être le double ou le triple parce qu'il y a toutes les infrastructures qui sont réunies. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que quand on établit la chaîne de résultats, on l'établit en fonction de notre perception. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chaîne de résultats type. C'est-à-dire que c'est à nous de voir, dans le cadre du projet, qu'est-ce que nous voulons avoir comme résultat intermédiaire. Qu'est-ce que nous voulons avoir comme produit, qu'est-ce que nous voulons avoir comme effet, qu'est-ce que nous voulons avoir impact, et mettre en place des mécanismes qui nous permettent de suivre un peu ces différents niveaux de résultats. Alors, Mamadou, il y a Mamadou qui intervient pour dire que même si le nombre de personnes dans la localité a augmenté, si les salles de classe n'avaient pas été construites, l'école n'aurait pas eu cet accueil pour permettre à ces communautés d'intégrer l'école. C'est une relation de cause à effet, c'est-à-dire qu'on a créé une école, et l'école est l'élément déclencheur du fait qu'il y ait vraiment cette augmentation-là. Et nous, c'est ce qui nous fondamentalement. Adrien, Mamadou, je sais que là, il est l'heure, hein, et je propose qu'on prenne 3 à 4 questions parce qu'il est l'heure et je pense qu'il y a d'autres, voilà, il y a d'autres choses qui nous attendent, en tout cas respectivement ou personnellement. Donc, je propose qu'on prenne quelques questions et on pourra peut-être finir, essayer de boucler cette session de formation. Je ne sais pas s'il y a... Adrien, il reste qu'une seule présentation, c'est la gestion des risques. Et puis Ok, ça marche. Merci. Alors, on termine un peu avec la gestion des risques. Alors, la gestion des risques, c'est quoi? Le risque, d'abord, c'est une menace à la réalisation du projet. Et à chaque fois, il faut avoir vraiment un registre des risques qui vise à identifier tous les risques, à évaluer le risque, à identifier une réponse par rapport au risque et à voir comment on va gérer ce risque-là. C'est un peu ça, la gestion des risques. Alors, pour éviter un peu de vous fatiguer avec tout ce qui est littérature, je vous montre un peu très rapidement registre de risque. Alors, est-ce qu'en attendant, est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? Vous pouvez dès à présent vous signaler, comme ça, moi, je me ferai le plaisir de vous donner la parole juste après la présentation de cette slide. La connexion elle est un peu lente, excusez-moi. Je pense que c'est... Oui. Ok, c'est bon. Ok. C'est bon. Alors, c'est ça un peu le plan de gestion des risques. Je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, c'est bon, Mamadou. Alors, il y a vraiment la partie description du risque. Il faudrait identifier tous les risques du projet. C'est la première des choses. Après, il y a la probabilité et l'impact. Il y a une nuance. La probabilité, c'est dans quelle mesure le risque pourrait survenir. L'impact, c'est si le risque survient, quels sont les incidents sur le projet. Probabilité, dans quelle mesure le risque peut survenir. Impact, si le risque survient, quels sont les incidents sur le projet. Est-ce que la probabilité est moyenne? Est-ce que la probabilité est élevée, faible, etc. C'est en fonction de ça qu'on va vraiment traiter le risque. Ici, c'est un projet où on doit organiser vraiment des activités sur la plage. Le premier risque, c'est
refus d'autorisation du préfet pour dérouler les activités. Si on n'a pas d'autorisation, on fait quoi? Deuxième risque, c'est non-implication des jeunes dans les formations. Ce sont des formations qu'on voudrait organiser. Si les jeunes ne sont pas impliqués, qu'est-ce qu'on fait? C'est un risque. L'autre risque aussi, c'est non-implication des OSC. Ce sont des organisations qui vont dérouler les activités sur les places. S'ils ne sont pas impliqués, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a instabilité dans le pays, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a refus de collaboration des acteurs locaux, ça, c'est les risques qu'on a identifiés. Et pour chaque risque, on essaie de voir est-ce que l'impact est élevé, moyen, autant pour moi, faible. Et après, il y a la période de survenance du risque. On précise quand est-ce que le risque peut survenir. Est-ce que c'est au mois de février? Est-ce que c'est durant tout le projet? C'est un risque à surveiller durant tout le projet. Et pour chaque risque, on identifie des responsabilités. C'est-à-dire que si ce risque survient, c'est à toi de gérer ce risque-là. Et il y a des actions de mitigation. C'est-à-dire que si on n'a pas l'autorisation du préfet, on organise les activités qu'on devait faire dans les plages, on les organise dans les centres partenaires. Pour l'implication des jeunes, si on se rend compte que les jeunes ne sont pas impliqués, on fait une communication diversifiée pour toucher les jeunes et sensibiliser sur les retombées, etc. C'est comme ça qu'on identifie des actions de mitigation du risque. Et après, voir l'état actuel du risque. Actuellement, comment se passe ce risque-là? À l'état actuel, le préfet est en phase avec le projet et nous a accompagnés antérieurement dans le bon déroulement de nos activités. Ça, c'est vraiment l'état actuel. Mais on se rend compte qu'avec les instabilités, avec l'instabilité du pays, le préfet à chaque fois peut dire non, vous ne pouvez plus organiser d'activités parce qu'on a peur que les jeunes se mobilisent, etc. Si le préfet dit ça, on fait quoi? C'est la raison pour laquelle à chaque fois, il faudrait prévoir vraiment les risques-là et avoir un tableau, un plan de gestion des risques qui permet vraiment de voir l'impact et la probabilité du risque, qui est responsable de ce risque, est-ce qu'il y a des actions de mitigation qui sont mises en place et vraiment l'état actuel ou le niveau de maîtrise du risque. C'est ça un peu le plan de mitigation du risque. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le dernier outil qu'on va présenter. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques avant de terminer? Vraiment, on a un peu bâclé et je m'en excuse. C'est juste 2 heures de temps pour partager. Monsieur Ba, vous pouvez y aller. Monsieur Ba, et après, on donne la parole à Monsieur Ndion. Bah, Monsieur Ndion, on donne d'abord la parole à Monsieur Ba, après Monsieur Mbaye, après Monsieur Ndion. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais savoir s'il existe des référentiels standards pour mesurer l'impact d'un projet sur chaque domaine. Oui, d'habitude, on fait des évaluations d'impact. On fait des évaluations d'impact pour voir vraiment est-ce que ce projet a eu un impact. Je pense que je suis revenu sur un certain etc. qu'on peut faire pour voir vraiment l'impact du projet. Mamadou, c'est bon? Alors, je pense que Mamadou nous a quittés. Mamadou, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. OK. Donc, Monsieur Ndion, vous pouvez prendre la parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de... Oui, il y a d'autres questions. Monsieur Ndion, rapidement. Allô? Oui, Monsieur Ndion, allez-y, il n'y a pas de souci. Oui, je disais qu'en toute planification, il y a toujours un plan B. Il y a toujours un plan B. Bon, il y a aussi des facteurs qu'il faut prendre en considération. Par rapport à votre exemple, bon, si... Allô? Oui, oui, c'est bon. Oui, je disais que par rapport à votre explication et l'exemple que vous avez eu à donner, par rapport à l'autorisation du préfet, par une organisation, bon, dans la plage et tout ça, c'est vrai que c'est des risques qu'il faut en prendre en considération parce qu'aussi, toute activité qu'on organise sur la voie publique, l'espace public doit avoir une autorisation. Mais seulement, il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération. Ça, les aléas, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Par exemple, les aléas climatiques, c'est des risques. Tu peux prévoir de faire une manifestation sur la plage ou dans un autre endroit, alors qu'il y a des intempéries, des coups de vent ou bien de la pluie qui s'abat à longueur d'une journée. Ces risques-là, bon, je ne sais pas moi,
c'est des imprévus, quoi. Je ne sais pas ce que vous pouvez nous donner comme idée ou ce que, en fait, en tant qu'expert, vous pouvez nous apporter comme contribution par rapport à ces genres de risques-là. Super, M. Ndion. On prend les 2 autres questions qui restent. Fatou Niang, vous pouvez y aller. Alors, Adrien, j'ai un point dans 1 minute. Je vais pas répondre à la dernière question. Et puis, après, je pense, je vais passer mon contact et on pourra échanger davantage sur ça. Je pense qu'il y a une question sur les aléas climatiques. OK, donc je comprends parfaitement. En tout cas, nous nous excusons de la gestion du temps aujourd'hui. Mais OK, Mamadou, tu peux prendre en charge les questions qui ont été posées. On va essayer de clore la session. Comme tu l'as dit, on va laisser ton contact aux apprenants, comme ça ils pourront te contacter directement. Donc, vas-y, Mamadou, pour la conclusion de cette session. Mamadou? Et je m'excuse vraiment. Je pensais pouvoir tout boucler à midi. Adrien, la question c'était quoi fondamentalement? M. Ndion qui posait la question. Au début, c'est M. Ba qui avait posé une question. Mais M. Ndion, est-ce que vous pouvez reprendre pour lui rapidement? Il n'y a pas de souci. Oui, je disais, on comprend. Mais je disais que par rapport à la planification, il faut toujours un plan B. Bon, dans certains secteurs, on peut comprendre. Comme par exemple, par rapport à votre exemple que vous avez à donner, l'autorisation du préfet ou du sous-préfet par rapport à une organisation dans un espace public et tout ça. Mais par ailleurs, il y a des circonstances qu'on ne peut pas prévoir. Voilà, comme des aléas climatiques. Imaginez-vous que vous devez organiser une manifestation quelque part et qu'il y a des intempéries, une pluie qui s'abat à longueur d'une journée et tout ça. Bon, même dans d'autres secteurs, on peut trouver des excuses par rapport à une déprogrammation des activités qu'on a voulu mener. Cependant, qu'est-ce que vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous pouvez nous dire quoi, par rapport à ces intempéries, par rapport à ces aléas climatiques qui peuvent s'abattre et gâcher l'organisation d'une manifestation qui a été prévue et financée et qui risque de capoter? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que quand est-ce que je peux te tutoyer? Alors, quand tu parles un peu d'intempéries et tout, ouais, qu'il y ait peut-être une forte pluie et tout, ce qu'il faut noter, c'est que il y a des périodes où il y a de fortes chances qu'il y ait des intempéries. Ce qu'on appelle navette et tout. Quand tu organises des activités pendant cette période-là, il faut prendre en compte ce risque-là. Que quand tu organises une activité dans un espace public qui n'est pas fermé et que la pluie vienne, ça peut mettre fin à l'activité. Et une fois que tu sais qu'il y a ce problème-là qui peut surgir, tu essaies vraiment d'organiser toutes tes activités dans peut-être une salle fermée. Ça te protège par rapport à la réalisation ou à l'exécution d'une activité. C'est extrêmement important. Et le risque, on essaie aussi de voir l'environnement dans lequel on est, le timing, le tempo, afin d'identifier vraiment les risques qui peuvent se poser. Et le plan de gestion des risques, c'est quelque chose qu'on essaie à chaque fois de mettre à jour. Alors, excusez-moi, on m'attend depuis 12 minutes pour une réunion. Après, on pourrait échanger naturellement sur tous ces éléments-là et je pourrais vous partager beaucoup d'outils. Et je vais devoir me retirer, Adrien. Merci à tout le monde. Merci vraiment de m'avoir prêté la formation. Merci Mamadou. Tu peux dès à présent te déconnecter et aller te connecter à l'autre session. Merci beaucoup à tous. On s'excuse, je le disais, on s'excuse de vraiment la gestion du temps. C'est un domaine qui est très lâche et on aurait vraiment aimé prendre en charge toutes les questions, toutes les contributions, etc. Mais on s'excuse dès à présent. Moi, je me ferai le plaisir de vous envoyer tout à l'heure l'enregistrement vidéo, l'enregistrement de cette session. Il y aura certainement des outils que M. Mamadou va partager avec vous, donc je me ferai le plaisir de vous les relayer. Mais je vous ai déjà donné le contact dans le chat. N'hésitez pas à le prendre et le contacter directement si vous avez des questions. Il y a d'autres formations, vous pouvez suivre des formations en ligne qui portent sur la thématique. Il y a des formations même certifiantes avec des zones de formation reconnues ici au Sénégal. Donc, n'hésitez pas à explorer toutes ces opportunités-là. Il y a même des certifications en suivi et évaluation, donc n'hésitez pas. Je vous enverrai le formulaire de satisfaction pour nous aider à mieux améliorer nos approches.
Donc, juste à la fin de cette session, vous aurez tous ces éléments-là pour donner suite à tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Merci encore une fois. Il y a d'autres sessions qui arrivent sur le suivi évaluation, sur la gestion de projet, etc. Donc, n'hésitez pas à rester connectés à nos différentes pages. Je vous ai envoyé le lien du groupe WhatsApp du guichet jeunesse. N'hésitez pas à rejoindre le groupe parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on partage là-bas, beaucoup d'informations qu'on véhicule. Donc, rejoindre cette communauté signifie tout simplement pour vous, en tout cas, ne plus rater pas mal d'opportunités pour les jeunes. Merci beaucoup. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On a pris tellement de temps. Mais je tenais encore une fois à m'excuser pour la gestion du temps de cette session. Et on espère que la prochaine fois sera en tout cas, on fera tout pour gérer la prochaine fois le temps. Merci beaucoup. Très bonne journée et à très bientôt.